Il existe dans les recoins silencieux de notre mémoire collective le souvenir d'un continent oublié, un monde englouti dont les traces se dissipent comme un rêve au réveil. Avant même que l'Atlantide ne glisse dans l'abîme, on murmure qu'une civilisation plus ancienne encore aurait brillé sur la surface des océans, la Lémurie. Ni mythe ni certitude, son nom flotte entre science et légende, évoquant des êtres sages, des savoirs disparus, et une chute dont nul ne connaît les causes. Sous les vagues paisibles de l'océan Indien ou du Pacifique, les échos d'un passé effacé semblent encore palpiter. Et si ce continent perdu avait réellement existé? Que nous révélerait-il sur l'origine de l'humanité et sur les mondes qui se sont éteints avant que l'histoire ne commence? Depuis toujours, la surface de notre planète n'a jamais été figée. Elle s'est étirée, disloquée, effondrée, recomposée, comme si la Terre respirait lentement, dans un cycle géologique qui échappe à l'échelle humaine. Ce que nous voyons aujourd'hui, les continents familiers, les océans qui les séparent, n'est qu'une photographie éphémère d'un mouvement bien plus ancien, plus vaste et plus mystérieux. Sous les flots, sous les sédiments, sous les strates du temps, reposent des des mondes oubliés. Certains ont réellement existé, d'autres ne sont peut-être que des murmures. Pourtant, tous partagent une même aura, celle des continents fantômes. L'histoire de la Terre est un récit de disparition. Il y eut d'abord Rodinia, un supercontinent primitif, né il y a plus d'1 milliard d'années, qui finit par se fracturer en fragments dérivant lentement à travers les mers. Puis vint Gondwana, immense assemblage de terres aujourd'hui dispersées entre l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie et l'Inde. Plus tard, la Pangée unit presque toute la croûte continentale en une masse unique avant de se désagréger à son tour. Chaque étape a laissé derrière elle des vestiges silencieux, des chaînes de montagnes disloquées, des fossiles identiques retrouvés sur des continents séparés par des océans, des fragments de croûte continentale piégés sous les eaux profondes. À mesure que les plaques tectoniques glissent et s'entrechoquent, elles façonnent des paysages nouveaux, tout en effaçant les anciens. Ce processus bien réel a parfois nourri l'imagination des hommes, car si la Terre a pu faire naître et engloutir des continents entiers, pourquoi n'en aurait-elle pas effacé d'autres dont nous aurions oublié jusqu'au nom? C'est dans cet espace entre science et mystère que naissent les légendes des continents disparus, des terres englouties qui auraient abrité des civilisations brillantes avant de sombrer dans les abysses. L'Atlantide est sans doute la plus célèbre de ces terres mythiques. Décrite par Platon comme une île immense, puissante et orgueilleuse, elle aurait disparu en une seule nuit de catastrophe. Qu'elle soit pure invention philosophique ou lointain souvenir déformé d'un cataclysme réel, son image hante encore l'imaginaire collectif. Mais l'Atlantide n'est pas seule. Dans presque toutes les cultures, on trouve l'évocation d'un monde perdu. Le continent de Mu dans le Pacifique, Yggdrasil à l'ouest de l'Irlande, Kumari-Kandam au sud de l'Inde, et bien sûr la mystérieuse Lémurie. L'idée de continent fantôme n'est pas née uniquement de l'imagination. Elle s'est souvent nourrie d'observations troublantes, d'anomalies géographiques, de récits anciens difficilement explicables. Avant que la théorie de la dérive des continents ne soit acceptée, les savants tentèrent d'expliquer la répartition surprenante de certaines espèces végétales et animales. Comment des lémuriens, par exemple, pouvaient-ils exister à la fois à Madagascar et en Inde, sans trace de leur présence en Afrique ou au Moyen-Orient? La réponse, pointée pour certains naturalistes du XIXe siècle, ne pouvait être qu'un ancien pont continental reliant ces terres aujourd'hui séparées. Ce continent hypothétique fut baptisé Lémurie. Ce qui était au départ une simple hypothèse scientifique va peu à peu se charger d'une aura presque mystique. On commença à imaginer la Lémurie comme une vaste terre s'étendant sur l'océan Indien, reliant l'Afrique orientale, l'Inde et l'Australie. Certains la décrivirent comme un paradis tropical, d'autres comme le berceau oublié de l'humanité. Les écrivains ésotériques du XIXe siècle s'en emparèrent avec passion. Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, affirma que la Lémurie avait été habitée par une race ancienne, spirituellement avancée, dont la chute avait ouvert la voie à l'émergence des civilisations ultérieures. Ainsi, d'une idée scientifique née pour expliquer une observation zoologique, la Lémurie devint un mythe fondateur. Elle rejoignit l'Atlantide dans cette catégorie de lieux incertains où faits et fiction s'enlacent. Pourtant, l'idée de continent oublié n'a jamais complètement quitté le domaine scientifique, car la Terre, en vérité, porte en elle les traces de mondes disparus. Des fragments de croûte continentale ont été découverts
sous les océans, vestiges de terres jadis émergées. L'un des exemples les plus frappants est Zealandia, un continent presque entièrement submergé sous le Pacifique Sud, dont seule la Nouvelle-Zélande et quelques îles témoignent aujourd'hui à la surface. Pendant des millions d'années, Zealandia a existé comme une masse terrestre émergée avant de s'enfoncer sous les eaux. Sa redécouverte géologique au XXIe siècle a montré que l'idée même de continent englouti n'est pas un simple fantasme, elle est une réalité de l'histoire terrestre. D'autres découvertes, bien que moins spectaculaires, vont dans le même sens. Sous l'océan Indien, des chercheurs ont identifié des microcontinents engloutis, comme Mauritia, vestige d'une ancienne terre perdue entre Madagascar et l'Inde. Ces morceaux de croûte précambrienne racontent un récit géologique complexe et ancien où la surface de la planète s'est transformée d'innombrables fois. Ces fragments ne prouvent pas l'existence de Lémurie telle que l'imaginaient les théosophes, mais ils montrent que le cœur de l'idée, celui d'un continent aujourd'hui disparu sous les mers, n'est pas une impossibilité. Il existe aussi une mémoire plus ancienne, plus diffuse, celle qui se transmet par la parole des peuples. Dans certaines traditions de l'océan Indien, on parle d'anciennes terres englouties. Les Tamouls évoquent Kumari-Kandam, vaste royaume perdu au sud de l'Inde, submergé par les eaux. À Madagascar, certains récits ancestraux parlent d'un pays des ancêtres qui se serait effondré sous la mer. Même dans les légendes polynésiennes, des récits font état d'îles gigantesques disparues dans des cataclysmes lointains. Peut-être ne sont ceux-là que des mythes. Peut-être aussi gardent-ils, déformés par les siècles, le souvenir de véritables événements géologiques, tsunamis, effondrements, montée du niveau marin. C'est là toute l'ambiguïté des continents fantômes. Ils se situent à la frontière mouvante entre le réel et l'imaginaire, entre l'histoire géologique de la Terre et les récits que les humains tissent pour combler les vides de leur mémoire. La science moderne explique aujourd'hui beaucoup de choses. Elle décrit le lamballet des plaques tectoniques, les collisions qui forment des montagnes, les fractures qui ouvrent des océans. Mais elle ne supprime pas pour autant cette fascination profonde pour les terres perdues. Car derrière chaque explication rationnelle demeure une question plus vaste. Qu'avons-nous oublié ? Peut-être que certaines de ces légendes sont des souvenirs collectifs, transmis inconsciemment à travers les âges, d'événements réels survenus à l'aube de l'humanité. Peut-être que des sociétés humaines ont bel et bien existé sur des terres aujourd'hui englouties, leurs traces effacées par le temps et la mer. Ou peut-être que notre désir de croire en ces continents disparus traduit simplement une nostalgie plus ancienne encore, celle d'un âge d'or perdu, d'un lieu d'origine idéal où l'humanité aurait été plus proche du monde, plus proche d'elle-même. Et ce qui est certain, c'est que la Terre est pleine de secrets enfouis. Chaque fragment de continent retrouvé sous les vagues, chaque anomalie géologique étudiée, chaque légende transmise de bouche en bouche nous rappelle que notre connaissance du passé est loin d'être complète. Dans les profondeurs océaniques, là où la lumière du soleil s'éteint, il existe peut-être encore des traces de ces terres oubliées. Des indices de fragiles, témoins d'un chapitre effacé de l'histoire de la planète. Et si la Lémurie en faisait partie ? Si, parmi ces fragments dispersés, reposait la preuve d'un continent ancien dont l'Atlantide elle-même ne serait que l'écho. Pour le découvrir, il faut remonter à l'origine même de l'idée de Lémurie, à l'époque où science et mythe se mêlaient dans l'esprit des savants du XIXe siècle, et où naquit le nom de ce monde oublié. Au milieu du XIXe siècle, l'Europe vit une époque de bouleversement intellectuel. La science progresse à un rythme vertigineux. Les naturalistes explorent sans des contrées lointaines, collectent des plantes et des animaux inconnus, classent des fossiles qui semblent raconter une histoire plus vaste que celle contenue dans les livres saints. Dans ce climat d'effervescence, les continents de la Terre deviennent eux-mêmes des énigmes à résoudre. La géographie, l'histoire naturelle et la paléontologie s'entrelacent, posant des questions vertigineuses sur l'origine de la vie et la répartition des espèces. C'est dans ce contexte que naît le mot « Lémurie ». Il ne s'agit pas au départ d'une invention ésotérique ou d'un récit mystique, mais bien d'une hypothèse scientifique. Un zoologiste britannique, Philip Latley Sclater, est frappé par une énigme troublante. En étudiant les lémuriens, ces primates singuliers de Madagascar, proches cousins des singes et des humains, il observe un fait déroutant. Ces animaux se trouvent à Madagascar, mais aussi dans certaines régions d'Inde et de l'archipel malais. Pourtant, on ne les retrouve ni en Afrique continentale, ni au Moyen-Orient. Comment expliquer une telle distribution géographique ? À une époque où la théorie de la dérive des continents n'existe pas encore, Sclater raisonne avec les outils dont il dispose,
Si des espèces proches apparaissent dans des régions aujourd'hui séparées par des milliers de kilomètres d'océan, c'est, pense-t-il, qu'elles ont dû autrefois partager un même espace terrestre. Sclater imagine alors qu'il devait exister, dans l'océan Indien, un vaste continent reliant Madagascar, l'Inde et peut-être même l'Australie. Un continent qui aurait peu à peu sombré dans les eaux, laissant derrière lui des fragments insulaires et des traces zoologiques. C'est ainsi que, dans un article publié en 1864, il propose le terme Lémurie pour désigner ce continent hypothétique, baptisé ainsi en référence aux Lémuriens qui en constitueraient dans le témoignage vivant. Pour Sclater, la Lémurie n'est pas un mythe, c'est une tentative rationnelle d'expliquer une observation naturelle. Mais déjà, le mot possède une force évocatrice singulière. Sa sonorité étrange, presque mélancolique, résonne comme une énigme. L'idée de Sclater trouve un certain écho dans la communauté scientifique. D'autres chercheurs évoquent à la même époque l'existence de ponts terrestres aujourd'hui engloutis. Les cartes du XIXe siècle commençant parfois à suggérer de grandes masses continentales disparues, censées expliquer les ressemblances entre faune et flore de régions éloignées. Avant que la tectonique des plaques n'impose une vision cohérente du monde, les continents engloutis apparaissent quant comme une explication séduisante. Mais très vite, la Lémurie dépasse le cadre de la zoologie. Elle attire l'attention de penseurs fascinés par les mondes perdus, les civilisations disparues et les origines mystérieuses de l'humanité. Le XIXe siècle est aussi une époque d'exploration spirituelle. Les découvertes scientifiques ébranlent les certitudes religieuses, et beaucoup cherchent un nouveau récit capable de relier le visible et l'invisible, la matière et l'esprit. Helena Blavatsky, figure fondatrice de la Société théosophique, s'empare du mot Lémurie avec une ferveur singulière. Dans ses écrits, elle décrit la Lémurie non plus comme une hypothèse géologique, mais comme une réalité spirituelle et historique. Selon elle, la Lémurie aurait été le berceau d'une race humaine primitive, dotée de capacités psychiques et spirituelles exceptionnelles. Ces êtres, dit-elle, auraient un vécu il y a des millions d'années, avant même l'apparition de l'Atlantide. Leur civilisation aurait atteint des sommets de sagesse avant de sombrer dans la décadence et d'être engloutie par les flots. Ainsi, en quelques décennies, la Lémurie se transforme. D'un concept scientifique austère, elle devient une légende riche et fascinante. Les théosophes, les spirites et les occultistes s'emparent de ce mot pour y projeter leur vision d'âge d'or perdu et de mondes antédiluviens. La Lémurie prend alors une double existence. Elle demeure, dans certains cercles scientifiques, une hypothèse zoologique et géologique, mais elle s'installe surtout, dans l'imaginaire collectif, comme un continent mythique, frère ou rival de l'Atlantide. Ce glissement du rationnel vers le mystique n'est pas surprenant. Le XIXe siècle est une époque charnière où les frontières entre science et ésotérisme sont moins nettes qu'aujourd'hui. Les savantes eux-mêmes flirtent parfois avec l'idée que leurs découvertes révèlent non seulement des mécanismes naturels, mais aussi des vérités plus profondes sur l'origine et la destinée de l'humanité. Lémurie devient le réceptacle idéal de ces aspirations. Les écrivains et les poètes ne tardent pas à s'en emparer. Dans les récits d'aventure, dans les fictions romanesques, on évoque des terres disparues où régnaient des peuples sages ou monstrueux. La Lémurie s'ajoute à la longue liste des mondes imaginaires qui nourrissent les rêves d'exploration et de redécouverte. Et parce qu'elle porte une origine scientifique, elle acquiert une aura de crédibilité qui la distingue d'autres mythes plus anciens. Mais il est essentiel de se rappeler la source première. Avant d'être un royaume englouti, avant d'être une civilisation perdue, la Lémurie est née de l'observation d'un zoologiste, confronté à une énigme naturelle. Ce sont les failles de la connaissance de son temps qui ont ouvert la porte à cette hypothèse. Si Sclater avait disposé des outils de la tectonique des plaques, peut-être n'aurait-il jamais songé à inventer un continent englouti. Et pourtant son mot a survécu. Il a pris racine dans l'imaginaire collectif, porté par une sonorité mystérieuse, par l'étrange poésie d'un continent absent. Car au fond, la Lémurie incarne quelque chose de plus profond qu'une hypothèse zoologique. Elle symbolise le désir humain de retrouver une origine perdue, un monde antérieur au monde, un chapitre manquant de l'histoire terrestre. Ce désir ne s'éteindra pas avec les progrès de la science. Même lorsque les géologues démontreront que la distribution des espèces peut s'expliquer par les mouvements lents des continents, même lorsque la dérive des plaques deviendra une certitude, la Lémurie continuera d'exister dans l'imaginaire. Elle aura changé de statut, d'explication scientifique, elle sera devenue mythe fondateur.
Mais son pouvoir de fascination, lui, demeurera intact. Ainsi, le XIXe siècle aura donné naissance, presque par accident, à l'un des plus grands récits modernes de continents perdus. La Lémurie, fille des débats scientifiques, enfant adopté par l'ésotérisme, allait poursuivre son chemin dans les rêves et les spéculations du siècle suivant. Car si les savants l'avaient inventé pour résoudre un problème zoologique, d'autres allaient lui donner une âme, une civilisation, une tragédie. Et dans cette métamorphose, une question subtile apparaît. Pourquoi sommes-nous si enclins à croire en des mondes disparus ? Pourquoi une simple hypothèse zoologique peut-elle se transformer en mythe fondateur ? Pour comprendre cette fascination, il faut observer comment, au fil du temps, science et spiritualité se sont alliées ou affrontées autour de la Lémurie. Lorsque le mot Lémurie fit son apparition dans le vocabulaire scientifique, il ne tarda pas à franchir les frontières de la zoologie pour pénétrer dans des territoires plus vastes, plus incertains. À l'époque victorienne, la science n'était pas encore cette forteresse cloisonnée qu'elle deviendra plus tard. Elle côtoyait sans gêne la philosophie, la métaphysique et les croyances spirituelles. Les savants échangeaient parfois avec les mystiques, et les mystiques lisaient les traités scientifiques. Dans ce climat d'ouverture, une idée née dans les pages austères d'un journal naturaliste pouvait se transformer, en quelques décennies, en mythe cosmogonique. C'est précisément ce qui arriva à la Lémurie. La fin du XIXe siècle fut une période de profondes interrogations sur l'origine de l'homme et de la vie. L'ouvrage de Charles Darwin avait bouleversé les certitudes, remplaçant la vision biblique d'une création figée par celle d'un monde en évolution perpétuelle. Pourtant, cette nouvelle conception de la nature, si séduisante pour certains, laissait de nombreux esprits dans l'incertitude. Comment concilier les découvertes scientifiques avec les intuitions spirituelles ? Où situer l'âme humaine dans un univers désormais régi par des lois impersonnelles ? L'homme descendait-il vraiment d'ancêtres simiesques, ou existait-il une autre lignée, plus ancienne, plus noble, oubliée de l'histoire officielle ? C'est dans ce questionnement que la Lémurie trouva un nouveau souffle. Les théosophes, menés par Helena Petrovna Blavatsky, virent dans cette hypothétique terre engloutie bien plus qu'un simple pont zoologique. Ils y virent le berceau d'une humanité oubliée, un chaînon manquant entre l'homme animal et l'homme spirituel. Dans leurs écrits, la Lémurie devint une scène cosmique, théâtre des premières expériences de l'âme humaine sur Terre. Blavatsky, dans ses ouvrages monumentaux, affirma que l'histoire de l'humanité s'étendait bien au-delà de ce que la science pouvait imaginer. Selon elle, l'homme n'était pas le produit du hasard biologique, mais le résultat d'une évolution spirituelle guidée par des forces supérieures. Elle proposa une chronologie ésotérique divisée en races racines, chacune représentant un stade d'évolution de la conscience. La troisième de ces races, disait-elle, avait vécu sur la Lémurie. Ces êtres gigantesques et androgynes auraient possédé des capacités psychiques extraordinaires. Ils communiquaient par la pensée, maîtrisaient par des énergies que nous avons oubliées et vivraient en harmonie avec les forces de la nature. Leur chute, provoquée par l'orgueil et l'abus de leur pouvoir, aurait conduit à leur destruction et à l'engloutissement de leur continent. Cette vision, bien qu'impossible à vérifier, eut un écho considérable. Elle répondait à un besoin profond, celui de relier la science naissante à une dimension plus vaste de l'existence. Elle proposait un récit dans lequel l'homme n'était pas seulement un animal évolué, mais un être spirituel en chemin vers la lumière. La Lémurie devint alors bien plus qu'un continent disparu. Elle devint une métaphore de la quête humaine, un symbole d'une sagesse perdue que l'humanité aurait à retrouver. Mais tous ne partageaient pas cet enthousiasme. Dans les milieux scientifiques, la patience et la prudence dominaient. Les géologues cherchaient des preuves tangibles d'un tel continent. Les paléontologues examinaient les fossiles, les zoologistes les migrations animales, les botanistes les répartitions végétales. Peu à peu, les théories purement imaginaires furent remplacées par des modèles fondés sur l'observation. Avec l'émergence de la théorie de la dérive des continents, formulée au début du XXe siècle, l'idée d'un pont continental reliant Madagascar à l'Inde perdit de sa pertinence. On comprit que les continents n'étaient pas fixes, mais mobiles, et que les espèces pouvaient s'être dispersées non pas par des terres disparues, mais par le déplacement même des plaques terrestres. Cependant, la Lémurie, en tant que mythe, survécut à sa réfutation scientifique. Car si les savants pouvaient tenter l'écarter de leur modèle, elle continuait de répondre à des questions que la science, elle, ne pouvait résoudre. D'où venons-nous vraiment ? Que savons-nous de l'histoire profonde de notre espèce ?
Sommes-nous les héritiers de civilisations dont il ne reste plus rien, sinon des traces dans les légendes? Au tournant du XXe siècle, cette tension entre science et spiritualité s'intensifia. D'un côté, la connaissance empirique progressait rapidement, repoussant les limites de l'ignorance. De l'autre, les traditions ésotériques gagnaient en popularité, offrant à ceux qui doutaient une vision alternative de l'histoire humaine. Dans ce dialogue souvent conflictuel, la Lémurie occupait une position paradoxale. Elle était rejetée par la science comme hypothèse géologique, mais embrassée par les courants spirituels comme vérité métaphysique. Des figures moins connues que Blavatsky poursuivirent cette exploration symbolique. Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie, décrivit lui aussi la Lémurie comme une étape essentielle dans l'évolution spirituelle de l'homme. Il évoqua des êtres capables d'interagir avec les forces cosmiques vivant en symbiose avec la Terre vivante. Dans les cercles rosicruciens, la Lémurie fut intégrée à des chronologies ascendants cosmiques complexes. Même certains écrivains de science-fiction s'inspirèrent de ces récits pour imaginer des civilisations disparues dotées de technologies inimaginables. Ce glissement de la science vers le mythe, puis vers la spiritualité, témoigne d'une vérité plus profonde. L'idée de Lémurie ne concerne pas seulement la géographie. Elle parle de notre mémoire collective, de notre besoin d'origine, de notre désir de croire que nous venons de plus loin que ce que racontent les manuels scolaires. Dans ce sens, la Lémurie agit comme un miroir. Elle reflète notre soif de connaissance et notre peur de l'oubli, notre rationalité et notre imaginaire, notre confiance en la science et notre quête de transcendance. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle elle persiste. Même aujourd'hui, alors que la tectonique des plaques est solidement établie, l'idée d'un continent englouti demeure séduisante. Les récits modernes la réinventent sous de nouvelles formes. Certains parlent d'une civilisation préhistorique avancée qui aurait précédé l'histoire connue, d'autres évoquent des transmissions de savoirs antiques qui trouveraient leur origine sur un continent oublié. Lémurie devient alors un symbole mouvant, capable d'incarner tour à tour un pont zoologique, une civilisation perdue, un paradis primordial ou une métaphore spirituelle. Dans le fond, science et mythe ne sont pas aussi opposés qu'ils le paraissent. Tous deux cherchant à raconter le passé, à donner du sens au présent, à imaginer l'avenir. Là où la science explore les archives de la Terre, le mythe explore celles de l'inconscient collectif. Et parfois, ces deux chemins, bien qu'ils partent maintenant de points différents, se rejoignent dans une même intuition. Celle que notre monde n'est pas tout ce qu'il y a, que notre histoire n'était peut-être pas complète, et qu'il existe encore, sous les vagues du temps, des secrets à découvrir. La Lémurie, dans ce contexte, agit comme une frontière floue. Elle sépare et relie à la fois deux mondes, celui de la preuve et celui du symbole, celui du laboratoire et celui du temple. Elle nous rappelle que la vérité peut avoir plusieurs visages, et que parfois pour comprendre ce que nous sommes, il faut écouter aussi bien les pierres que les rêves. Ainsi la quête d'un continent perdu devient bien plus qu'une recherche géographique. Elle se transforme en une méditation sur la nature de la connaissance elle-même. Car peut-être que le plus grand mystère de la Lémurie n'est pas de savoir si elle a existé, mais de comprendre pourquoi nous voulons tant qu'elle ait existé. Et si, au-delà des débats entre savants et mystiques, la Lémurie n'était qu'un nom donné à une mémoire collective plus ancienne que l'histoire, une mémoire qui nous murmure que nous avons oublié quelque chose d'essentiel, enfoui dans les profondeurs de notre passé. Depuis que l'idée de Lémurie a émergé dans l'esprit des naturalistes du XIXe siècle, la science a fait un bond gigantesque. Les continents ne sont plus considérés comme des blocs immobiles, mais comme des plaques mouvantes, dérivant lentement à la surface d'un manteau en perpétuel mouvement. Ce changement de perspective a profondément transformé notre compréhension du monde. Il a permis d'expliquer comment des espèces similaires pouvaient se retrouver sur des terres séparées par des océans, et pourquoi des montagnes éloignées partageaient Tastogo la même origine géologique. Pourtant, cette révolution scientifique n'a pas fait disparaître la question centrale. La Terre a-t-elle réellement englouti des continents entiers, ou la Lémurie n'est-elle qu'un mirage né d'une époque où la science ignorait encore les secrets de la croûte terrestre? Pour répondre à cette question, il faut plonger au cœur de la géologie, là où la Terre conserve la mémoire de ses métamorphoses. Depuis des décennies, les géologues scrutent les fonds océaniques, étudient les roches anciennes et analysent les mouvements des plaques tectoniques. Ce qu'ils ont découvert dépasse souvent l'imagination. L'histoire de notre planète n'est pas un récit linéaire, mais un théâtre de disparition et de renaissance. Les continents naissent, se disloquent, dérivent et parfois disparaissant sous la mer.
Ce processus s'est répété d'innombrables fois depuis la formation de la Terre. Le concept de supercontinent en est la preuve la plus spectaculaire. Pangée, il y a environ 300 millions d'années, rassemblait presque toutes les terres émergées en un seul bloc gigantesque. Avant elle, il y avait eu Rodinia, puis Columbia, et d'autres encore, remontant à des milliards d'années. Chaque supercontinent a fini par se fragmenter, donnant naissance à de nouveaux océans et de nouvelles chaînes montagneuses. La surface de la Terre est une mosaïque en perpétuelle recomposition. Dans ce contexte, l'idée qu'un continent ait pu exister là où aujourd'hui s'étend un océan n'a rien d'extraordinaire. Cependant, tous les continents engloutis ne sont pas identiques. Certains ne sont que des micro-continents, de petites portions de croûte continentale arrachées à un bloc principal lors d'une fragmentation. D'autres sont de véritables masses continentales, comme Zealandia, un continent presque entièrement submergé dans le Pacifique Sud. Découvert au XXIe siècle, Zealandia a bouleversé notre perception. Il s'agit d'une surface terrestre d'environ 5 millions de kilomètres carrés, 940% sont aujourd'hui sous l'eau. Seule la Nouvelle-Zélande et quelques îles émergent encore à la surface. Cette découverte est capitale car elle prouve qu'un continent entier peut effectivement sombrer sous la mer. Zealandia n'est pas une légende, c'est une réalité géologique. Elle montre que les forces tectoniques peuvent remodeler la surface de la Terre au point de faire disparaître d'immenses terres sous les vagues. D'autres exemples, moins spectaculaires mais tout aussi révélateurs, existent. Sous l'océan Indien, les géologues ont mis en évidence un microcontinent appelé Mauritia, vestige d'une ancienne masse terrestre qui s'étendait entre Madagascar et l'Inde. Des fragments de croûte continentale âgés de 3 milliards d'années y ont été découverts, enfouis sous les couches volcaniques du plancher océanique. Ces découvertes ont relancé l'intérêt pour les théories des continents perdus. Elles montrent que l'idée d'une Lémurie engloutie n'est pas impossible d'un point de vue géologique. Pourtant, il y a une nuance essentielle. Les continents disparus, identifiés par la science, ne ressemblent pas forcément aux visions grandioses des mythes. Ils ne sont pas des civilisations perdues, ni des terres fertiles qui auraient soudainement coulé dans l'océan. Ils sont le résultat de processus lents, étalés sur des millions d'années, souvent invisibles à l'échelle humaine. La science moderne s'intéresse aussi aux traces laissées par ces transformations sur les continents actuels. Parfois, les indices se cachent dans les roches les plus anciennes, dans les sédiments déposés par des mers disparues ou dans des chaînes montagneuses témoins de collisions anciennes. Le plateau des Mascareignes, par exemple, situé entre Madagascar et l'Inde, est un vaste relief sous-marin qui pourrait être le vestige d'une ancienne terre émergée. Certains chercheurs pensent que cette zone pourrait correspondre, au moins partiellement, à la Lémurie, imaginée par les naturalistes du XIXe siècle. La géologie nous apprend aussi que la montée et la descente du niveau des mers ont profondément modifié les contours des continents. Durant les périodes glaciaires, d'immenses portions de terre, aujourd'hui submergées, étaient émergées. Le plateau continental de l'Asie du Sud-Est, par exemple, formait une vaste plaine reliant les îles de l'archipel indonésien au continent asiatique. Des millions de personnes auraient né pu y vivre, mais les traces de leur culture ont été effacées ou enfouies sous les sédiments marins. Cette réalité donne une autre dimension au mythe de continent englouti. Certains pourraient en être des souvenirs flous d'époques où la géographie terrestre était très différente. Malgré tout, les preuves directes d'une Lémurie telle que décrite par les théosophes, un continent immense reliant l'Afrique, l'Inde et l'Australie, restent inexistantes. Aucun plateau continental de cette taille n'a été identifié dans l'océan Indien. Les structures géologiques connues ne soutiennent pas l'idée d'un effondrement brutal d'un tel continent dans un passé récent. Cela ne signifie pas pour autant que l'idée soit entièrement dénuée de sens. Elle reflète plutôt une vérité plus subtile, celle d'un monde en constante transformation dont certaines parties ont bel et bien été perdues sous les flots, mais pas nécessairement comme les mythes les imaginent. Il est aussi possible que l'idée de Lémurie soit le résultat d'une convergence entre plusieurs phénomènes réels. Des fragments de microcontinents comme Mauritia, la submersion progressive de terres périphériques comme Zealandia, les souvenirs culturels d'inondations catastrophiques, tout cela pourrait s'être entremêlé dans l'imaginaire humain pour donner naissance à un récit unique. Ce récit, même s'il n'est pas littéralement vrai, porte en lui une part de vérité sur la nature changeante de notre planète. L'étude des fonds marins se poursuit aujourd'hui avec des technologies toujours plus sophistiquées. Les bâtimètres révèlent que des reliefs insoupçonnés,
les forages profonds extraient des carottes de sédiments qui racontent des histoires vieilles de centaines de millions d'années, et les analyses isotopiques permettent de dater avec une précision extraordinaire les fragments de croûte continentale. Chaque nouvelle découverte affine notre compréhension du passé géologique de la Terre. Certaines viennent confirmer ce que les mythes avaient pressenti. La surface de la planète n'est pas immuable, elle change, se déchire et se reconstruit sans cesse. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette quête. Elle révèle que la Lémurie, même si elle n'existe pas telle que les rêveurs l'ont imaginée, symbolise une réalité plus vaste, celle de l'impermanence des formes terrestres. Sous les vagues tranquilles de l'océan Indien, il n'y a peut-être pas les ruines d'une cité oubliée, mais il y a bien les cicatrices d'un monde ancien, façonné par le temps et par les forces colossales de la Terre. La science moderne, en écartant l'idée d'une lémurie littérale, ne détruit pas le mythe, elle lui donne une autre profondeur. Elle nous rappelle que la planète elle-même est un organisme vivant, en perpétuel mouvement, et que les continents que nous connaissons ne sont que des chapitres dans une histoire beaucoup plus longue. Et dans cette histoire, il y a eu d'innombrables terres aujourd'hui disparues, dont les traces dorment sous les eaux, attendant d'être redécouvertes. Peut-être que la Lémurie n'est pas un lieu, mais une idée, celle de la fragilité de ce que nous croyons permanent, celle du passage inévitable de toutes deux choses. Et si, au lieu de chercher un continent perdu, nous apprenions à écouter les messages silencieux que la Terre nous envoie depuis ses profondeurs? Si la science cherche les continents perdus dans les profondeurs océaniques et les archives géologiques, les peuples, eux, les ont parfois conservés dans la mémoire fragile mais tenace de leurs récits. Ces récits ne se trouvent pas dans les laboratoires, mais dans les chants, les poèmes, les légendes racontées au coin du feu, dans les cérémonies sacrées ou les récits initiatiques transmis de génération en génération. Ils sont plus flous que les données scientifiques, plus mouvants que les cartes, mais ils portent en eux une vérité d'un autre ordre, celle de la mémoire humaine face à l'oubli. Lorsque l'on explore l'idée de Lémurie, il devient fascinant de constater que de nombreux peuples situés autour de l'océan Indien et du Pacifique, régions associées à ce continent hypothétique, évoquent dans leur tradition l'existence d'anciennes terres englouties. Ces récits, souvent très anciens, partagent un des motifs récurrents, des continents perdus, des civilisations disparues, des catastrophes maritimes qui ont remodelé le monde. Ils constituent un fil invisible reliant des cultures très éloignées entre elles, comme si elles avaient toutes gardé le souvenir d'un drame commun survenu dans un passé immémorial. Prenons d'abord Madagascar, l'un des lieux clés de la géographie lémurienne. Les traditions orales des peuples malgaches sont riches en récits qui évoquent une origine venue d'ailleurs, une ancienne terre située au-delà de la mer ou sous les vagues. Certaines tribus racontent l'histoire d'un royaume originel englouti à la suite d'un cataclysme, dont les esprits continuent d'habiter les profondeurs de l'océan. Dans certaines versions, les ancêtres n'ont pas disparu, mais se sont transformés en êtres aquatiques, gardiens invisibles des terres disparues. Il est difficile de dater ces récits, car ils ont été transmis sans écriture pendant des siècles, mais leur persistance suggère qu'ils reposent sur des souvenirs très anciens, peut-être liés à des événements réels tels que des tsunamis, des changements de littoraux ou des migrations forcées. Plus à l'est, sur le sous-continent indien, une tradition encore plus frappante évoque une terre engloutie, celle de Kumari Kandam. Dans la culture tamoule, cette terre mythique aurait été le berceau d'une civilisation avancée et spirituelle, la patrie patrie originelle des Tamouls. Selon les textes anciens et les légendes populaires, Kumari Kandam s'étendait au sud de l'Inde et fut englouti par la mer à la suite de cataclysmes successifs. Ses habitants, contraints de fuir, auraient migré vers le nord et fondé les civilisations connues de l'Inde ancienne. Cette idée n'est pas née avec les spéculations modernes sur la Lémurie. Elle remonte à des siècles, peut-être des millénaires. Les textes classiques tamouls, comme le Silapatikaram ou les écrits de la littérature Sangam, font allusion à des royaumes perdus et à des terres disparues. Pour de nombreux Tamouls, Kumari Kandam n'est pas un mythe au sens occidental du terme. C'est une partie intégrante de leur mémoire historique et identitaire. Elle représente à la fois un âge d'or perdu et un point d'origine. Les parallèles avec la Lémurie sont frappants. Même localisation approximative, même idée d'un continent englouti, même rôle fondateur dans l'histoire humaine. Il est tentant de voir dans Kumari Kandam et Lémurie deux noms pour une même idée, l'un né de la tradition, l'autre de la science. Mais c'est possible que ces récits soient plus anciens encore.
remontant à une époque où des changements climatiques majeurs ont modifié la géographie du sud de l'Inde. À la fin de la dernière ère glaciaire, la montée des mers a englouti de vastes portions du plateau continental, forçant les populations à migrer et à s'adapter. De tels événements auraient pu laisser une empreinte durable dans la mémoire collective, transmise sous la forme de mythes. Le Pacifique, lui aussi, conserve les traces de continents oubliés dans ses récits. Les traditions polynésiennes regorgent d'histoires d'îles disparues et de terres englouties. Dans de nombreuses légendes hawaïennes, par exemple, on parle d'un vaste continent appelé les Kalaniloa, qui aurait sombré dans l'océan à la suite d'une faute humaine ou d'une grande colère des dieux. Chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, certaines traditions font référence à des terres des ancêtres, situées au nord, aujourd'hui invisibles, mais dont les esprits continuent sans d'influencer le monde. Dans les légendes polynésiennes, la disparition des terres est souvent liée à des causes morales ou spirituelles, orgueil, négligence, rupture d'un équilibre sacré. Pourtant, derrière ces explications symboliques, on peut percevoir des échos d'événements réels. De nombreuses îles volcaniques du Pacifique sont instables. Certaines ont effectivement disparu sous les flots à la suite d'éruptions ou d'effondrements. D'autres ont été submergées par la montée progressive du niveau marin. Il est plausible que ces événements aient inspiré les mythes qui en ont ensuite amplifié la portée symbolique. Ces récits, bien que différents dans leurs détails, partagent une structure commune. Ils parlent d'une terre originelle, d'une catastrophe qui provoque sa disparition et d'un héritage qui perdure malgré tout. Ils servent souvent à expliquer l'origine d'un peuple, à justifier une migration ou à donner un sens à un événement traumatisant. Ils peuvent aussi exprimer un désir profond, celui d'un retour impossible vers un lieu perdu, un paradis englouti dont les traces persistent dans la mémoire collective. Il est important de souligner que la science a longtemps ignoré ou méprisé ces récits, les considérant comme des fables sans valeur historique. Pourtant, de plus en plus de chercheurs reconnaissent aujourd'hui qu'ils peuvent contenir des indices précieux sur des événements réels. Des études ont montré que certaines traditions orales autochtones, transmises pendant des milliers d'années, décrivent avec précision des éruptions volcaniques ou des changements côtiers survenus bien avant l'apparition de l'écriture. Dans ce contexte, il n'est pas absurde d'imaginer que les récits de terres englouties conservent la mémoire d'événements géologiques majeurs. Il y a une forme de sagesse dans cette mémoire mythique. Elle nous rappelle que les peuples anciens, bien qu'ils n'ayant pas disposé des outils scientifiques modernes, observaient leur environnement avec une attention profonde et enregistraient ces transformations dans leurs récits. Le langage symbolique des mythes n'est pas un obstacle à la vérité, il en est une autre forme, et parfois il peut mener là où la science ne regarde pas. La lémurie, sous cet angle, n'est peut-être pas seulement une invention d'intellectuels européens ou une spéculation théosophique. Elle pourrait être le nom moderne d'un souvenir ancien partagé par plusieurs civilisations. Que ces souvenirs soient ceux d'îles disparues, de migrations forcées ou de continents engloutis, ils témoignent d'une conscience collective qui dépasse les frontières et les époques. Dans le silence des océans, les mythes semblent murmurer la même chose. Il y eut un monde avant celui-ci. Il y eut une terre qui n'est plus. Elle était notre origine, notre maison, notre point de départ. Elle n'a pas disparu totalement, car elle vit encore dans nos histoires, nos langues, nos rêves. Ainsi, la mémoire des peuples complète ce que la science seule ne peut offrir. Elle tisse une toile d'indices, parfois flous mais persistants, qui suggèrent qu'il existe plus dans l'histoire de la Terre que ce que nos cartes montrent. Et peut-être que dans ces récits, il y a une part de vérité sur la Lémurie, non pas en tant que lieu précis, mais en tant qu'idée universelle de perte, d'origine et de transformation. Depuis les premières évocations de la Lémurie, le continent perdu a rarement été décrit comme une simple étendue de terre. Dans les récits ésotériques, les traditions orales et les spéculations littéraires, il est presque toujours associé à l'idée d'une civilisation ancienne, prodigieuse et aujourd'hui disparue. Ce motif n'est pas propre à la Lémurie. Il traverse de nombreuses cultures, des récits de l'Atlantide de Platon au mythe mésopotamien du déluge. Pourtant, dans le cas de la Lémurie, il prend une dimension particulière. Cette terre engloutie est souvent présentée non seulement comme un refuge d'anciennes sociétés humaines, mais aussi comme le berceau d'une humanité plus ancienne, plus avancée, une humanité qui aurait possédé des connaissances et des pouvoirs que nous avons oubliés.
L'idée de civilisation antédiluvienne, littéralement d'avant le déluge, est en née d'une double intuition. La première, très ancienne, est que le monde que nous connaissons n'est pas le premier. Des catastrophes naturelles, des déluges, des cataclysmes ont déjà effacé des mondes entiers, dont seuls les mythes gardent le souvenir. La seconde est que ces mondes perdus n'étaient pas nécessairement primitifs. Ils auraient pu atteindre des sommets technologiques ou spirituels avant de disparaître. Cette idée, fascinante et troublante, nourrit encore aujourd'hui une grande partie de l'imaginaire autour de la Lémurie. Dans la littérature théosophique, notamment celle d'Helena Blavatsky et de ses successeurs, les Lémuriens sont décrits comme des êtres très différents de nous. Ils n'étaient bon pas de simples humains, mais les représentants d'une étape antérieure de l'évolution spirituelle. Immenses, parfois décrits comme des géants androgynes, ils auraient leur possédé des facultés que nous considérons aujourd'hui comme extraordinaires: télépathie, perception énergétique, communication directe avec les forces naturelles. Leur société, selon ces récits, était profondément en harmonie avec la Terre, vivant dans une symbiose que l'humanité moderne ne peut qu'envier. Ce tableau n'est pas qu'un fantasme spirituel, il reflète un vieux rêve humain, celui d'un âge d'or perdu, d'un temps où la connaissance et la sagesse allaient de pair, où les êtres humains vivaient en équilibre avec leur environnement. Dans certaines versions, les Lémuriens auraient construit d'immenses cités de pierre, organisées selon des principes cosmiques, alignés sur les étoiles et les flux telluriques. D'autres traditions parlent de cristaux colossaux qui alimentaient leur cité en énergie, ou de temples capables de capter les vibrations de la Terre. Ce type de récit dépasse largement la Lémurie. L'Atlantide, selon Platon, fut elle aussi le foyer d'une civilisation prodigieuse, capable de grandes réalisations techniques et artistiques avant de sombrer dans la corruption et la ruine. En Amérique centrale, les légendes parlent d'anciens peuples venus d'îles aujourd'hui disparues, porteurs d'un savoir astronomique et architectural avancé. En Égypte, certaines traditions ésotériques attribuent la construction des pyramides à des héritiers d'une civilisation oubliée. Tous ces récits partagent une même idée, celle que le progrès n'est pas un chemin linéaire, mais un cycle. De grandes civilisations auraient pu naître, s'épanouir, puis disparaître bien avant celles que nous connaissons. Il est intéressant de noter que certains de ces mythes contiennent des détails troublants. Dans les récits polynésiens, les anciens peuples auraient maîtrisé la navigation sur de vastes distances bien avant l'apparition des outils modernes. Des mythes andins parlent de connaissances astronomiques précises détenues par des peuples disparus. Et dans certaines traditions indiennes, des textes très anciens, comme les Védas, évoquent des savoirs technologiques et énergétiques qui dépassent largement les capacités de l'époque connue. Bien que ces éléments soient souvent interprétés symboliquement, certains chercheurs y voient la trace d'un savoir oublié, transmis sous forme de mythes. La question qui se pose alors est simple. Et si certaines de ces légendes contenaient un noyau de vérité? Si une civilisation réellement avancée avait existé il y a des dizaines de milliers d'années, il n'en resterait peut-être presque aucune trace matérielle. Le temps, les glaciations, les séismes, les subductions tectoniques et l'érosion auraient effacé les preuves. Même les monuments de pierre les plus solides finissent par s'effondrer en quelques dizaines de millénaires. Dans un tel scénario, seule la mémoire humaine, distillée sous forme de mythe, pourrait avoir survécu. Cette idée, bien qu'elle reste spéculative, gagne en crédibilité lorsque l'on considère certaines découvertes archéologiques déroutantes. Dans diverses parties du monde, on a mis au jour des structures monumentales datant d'époques bien plus anciennes que prévu. Göbekli Tepe, en Turquie par exemple, remonte à plus de 11 000 ans, bien avant l'invention de l'agriculture et de l'écriture. Ces constructeurs possédaient déjà des connaissances architecturales et astronomiques impressionnantes. Cela suggère que la civilisation humaine pourrait être bien plus ancienne et complexe que nous ne le pensions. Des sites sous-marins ajoutent à ce mystère. Au large des côtes japonaises, près de Yonaguni, se trouvent des structures monumentales submergées dont certaines semblent avoir été façonnées par la main de l'homme. En Inde, les ruines englouties de la cité de Dwarka évoquent également des civilisations disparues. Ces découvertes ne prouvent pas l'existence de la Lémurie, mais elles montrent que des sociétés avancées ont pu exister à des époques reculées, parfois bien avant ce que les manuels scolaires enseignent. Il ne faut cependant pas confondre spéculation et certitude. Les preuves manquent, et de nombreuses hypothèses sur les civilisations antédiluviennes reposent sur des interprétations controversées. Mais l'absence de preuves n'est pas preuve d'absence.
Si la Lémurie avait existé il y a 50 000 ou 100 000 ans, il est plausible que son souvenir ait été entièrement effacé, sauf dans les traditions et les légendes. Ce qui rend ces récits si fascinants, ce n'est pas seulement ce qu'ils disent sur le passé, mais ce qu'ils révèlent sur nous-mêmes. Ils montrent que l'humanité porte en elle une intuition profonde, celle que notre histoire ne commence pas avec l'écriture ou les premières cités, mais bien plus loin, dans un passé que nous avons oublié. Cette intuition se manifeste dans des mythes universels. Le paradis perdu, l'âge d'or, le déluge, la chute d'une civilisation orgueilleuse. Ces motifs apparaissent dans les textes mésopotamiens, dans les récits bibliques, dans les traditions chinoises et amérindiennes. Ils pourraient être la trace d'un souvenir collectif, celui d'une époque révolue dont nous ne connaissons plus les contours. La Lémurie, en tant que mythe de civilisation antédiluvienne, cristallise cette intuition. Elle représente à la fois la grandeur passée et la fragilité de toute création humaine. Elle nous rappelle que la connaissance peut se perdre, que les sociétés les plus avancées peuvent s'effondrer et que le temps finit par recouvrir toute chose. Elle pose aussi une question fondamentale. Et si notre civilisation actuelle n'était qu'une parmi d'autres, et si d'autres, plus anciennes, avaient déjà atteint des sommets que nous peinons à imaginer? Dans ce miroir tendu par les mythes, l'homme contemple à la fois son passé et son avenir. Car si d'autres civilisations ont disparu avant nous, leur sort pourrait être le nôtre. Leur mémoire nous avertit. Le progrès n'est pas une ligne droite vers un sommet éternel, mais une vague qui monte et redescend. C'est peut-être là, dans cette leçon silencieuse, que réside le véritable héritage de la Lémurie. Elle n'est pas seulement une histoire d'îles englouties ou de temples oubliés. Elle est un rappel de notre vulnérabilité, de notre tendance à oublier que tout ce que nous bâtissons est éphémère. Elle est aussi une promesse, celle que sous la surface de l'histoire officielle, il existe d'autres histoires, d'autres mondes, d'autres humanités dont nous ne connaissons encore rien. Dans l'imaginaire qui entoure la Lémurie, ses habitants ne sont pas seulement décrits comme une civilisation disparue, mais comme des êtres porteurs d'une sagesse profonde, d'un savoir oublié qui dépasse de loin nos connaissances modernes. Depuis plus d'un siècle, écrivains ésotériques, penseurs spirituels et chercheurs marginaux ont tenté de reconstituer ce que les Lémuriens auraient su, ce qu'ils auraient compris du monde et pourquoi cette connaissance a disparu avec eux. Derrière ces récits, il y a un fil conducteur puissant, l'idée que l'humanité moderne n'est pas l'apogée de la connaissance, mais seulement une étape, et qu'avant nous, d'autres avaient peut-être percé des mystères que nous commençons à peine à entrevoir. La première dimension de cette sagesse attribuée aux Lémuriens est leur relation intime avec la nature. Dans les traditions ésotériques, les habitants de ce continent perdu ne vivaient pas en opposition avec leur environnement, mais en symbiose totale avec lui. Ils auraient compris les cycles de la Terre, les mouvements subtils des saisons, les rythmes énergétiques qui parcourent le monde vivant. Cette compréhension allait bien au-delà de l'observation scientifique. Elle relevait d'une connaissance intuitive, d'une perception directe des forces qui animent la planète. Certains récits affirment que les Lémuriens savaient dialoguer avec la Terre elle-même. Ils percevaient les flux telluriques, ces courants d'énergie invisibles qui circulent sous nos pieds, et construisaient leur cité en fonction de leur circulation. Chaque temple, chaque pierre aurait été placée pour amplifier ou équilibrer ces forces. Aujourd'hui, certains chercheurs associent cette idée aux mégalithes retrouvés partout dans le monde, construits sur des lignes géomagnétiques. Bien que cette interprétation reste spéculative, elle révèle une idée fascinante, celle d'une civilisation qui concevait l'architecture non seulement comme un acte matériel, mais comme une harmonisation avec les forces de la Terre. La science moderne commence d'ailleurs à redécouvrir, sous une forme différente, cette relation oubliée. La biologie, la géologie et la physique de l'environnement montrent de plus en plus à quel point les systèmes vivants sont interconnectés et réagissent aux variations de leur milieu. L'idée que des sociétés anciennes pouvaient percevoir et utiliser ces interconnexions n'est donc pas entièrement absurde, même si leurs moyens d'y parvenir nous échappent. Une autre facette essentielle de la sagesse lémurienne telle qu'on la décrit est leur connaissance du cosmos. Dans de nombreux récits, ils ne se contentaient pas d'observer les étoiles. Ils comprenaient les lois qui régissent leurs mouvements et savaient comment ces lois influençaient la vie sur Terre. Les Lémuriens auraient perçu l'univers comme un vaste organisme vivant dont la Terre n'était qu'un organe. Ils savaient que les cycles stellaires et planétaires affectaient les récoltes, les marées, les comportements humains.
Certaines traditions affirment même qu'ils connaissaient les rythmes des ères cosmiques, des périodes d'expansion et de déclin qui structurent l'évolution des civilisations. Cette vision trouve un écho surprenant dans de nombreuses cultures anciennes. Les Mayas, par exemple, ont construit un calendrier d'une précision étonnante basé sur les cycles célestes. Les Égyptiens orientaient leurs monuments selon les étoiles. Les peuples mégalithiques d'Europe ont aligné leurs cercles de pierre avec les solstices et les équinoxes. Ces exemples suggèrent que les sociétés anciennes accordaient une importance capitale au rythme cosmique et que cette connaissance pourrait être un héritage très ancien, transmis de génération en génération depuis des temps oubliés, peut-être même depuis l'époque mythique de la Lémurie. Un autre aspect, souvent évoqué, est la maîtrise supposée de l'énergie. Dans les récits ésotériques, les Lémuriens auraient développé des moyens d'utiliser les ressources naturelles d'une manière qui ne détruisait pas leur environnement. Certains auteurs parlent de cristaux géants servant de réservoirs d'énergie, capables de capter et de redistribuer la lumière solaire ou les forces telluriques. D'autres décrivent des technologies basées sur le son ou les vibrations, utilisées pour construire, guérir ou communiquer sur de longues distances. Bien que ces récits relèvent plus du mythe que de la science, ils posent des questions intéressantes. Les recherches modernes sur l'énergie vibratoire, les propriétés des cristaux ou les technologies de résonance sonore rappellent parfois ces anciennes histoires. La science n'a certes jamais trouvé de preuve que de telles technologies aient existé, mais elle découvre peu à peu que des phénomènes naturels que nous considérions comme insignifiants, comme les fréquences vibratoires ou les structures cristallines, ont des effets réels sur la matière et l'énergie. Il n'est pas impossible qu'une civilisation ancienne ait eu une compréhension intuitive de ces phénomènes, même si elle ne les formulait pas dans le langage scientifique que nous utilisons aujourd'hui. La sagesse attribuée aux Lémuriens n'était pas seulement technique ou scientifique, elle était aussi spirituelle et philosophique. Ils auraient considéré la vie comme un tout indissociable, où matière et esprit n'étaient pas séparés. Dans leur vision du monde, la conscience n'était pas un produit accidentel de la biologie, mais une force fondamentale, présente partout, jusque dans les pierres et les étoiles. Cette conception rappelle celle de nombreuses philosophies anciennes, du panpsychisme grec à certaines formes d'animisme africain ou océanien, et même certaines théories contemporaines qui commencent à envisager la conscience comme une propriété fondamentale de l'univers. Les Lémuriens auraient également maîtrisé l'art de l'introspection et de l'évolution intérieure. Selon certaines traditions, ils pratiquaient des formes de méditation et de développement spirituel qui leur permettaient en fait d'accéder à des états de conscience étendus. Ces pratiques auraient en fait été transmises, transformées et adaptées dans différentes traditions spirituelles au fil des millénaires. On retrouve en effet des échos de ces idées dans les enseignements de nombreuses écoles initiatiques. L'idée que l'homme peut s'éveiller à une réalité supérieure, se souvenir de ce qu'il a oublié et retrouver une sagesse perdue. Ces récits peuvent sembler exagérés, voire fantaisistes, mais ils soulignent un point important. Pour de nombreuses traditions, la sagesse ancienne n'était pas simplement une accumulation de connaissances de techniques, mais une manière d'être au monde. Elle impliquait une compréhension holistique de la réalité, où science, philosophie, art et spiritualité étaient unis dans une même quête. Ce qui rend ces récits fascinants, ce n'est pas tant leur véracité historique que ce qu'ils révèlent de notre propre époque. L'humanité moderne, malgré ses avancées technologiques, se sent souvent déconnectée de la nature, de l'univers et même d'elle-même. La quête d'une sagesse lémurienne reflète peut-être moins la nostalgie d'un passé idéalisé que le désir profond d'un avenir où notre savoir serait de nouveau en harmonie avec le vivant. Même si la Lémurie n'a jamais existé, l'idée qu'elle symbolise, celle d'une civilisation ayant atteint l'équilibre entre connaissance, nature et conscience, continue d'inspirer. Elle agit comme un mythe guide, un idéal vers lequel tendre. Elle nous rappelle que le progrès n'a de sens que s'il est accompagné de sagesse et que la science sans une vision plus vaste de l'existence, risque de devenir stérile ou destructrice. Dans cette perspective, les savoirs lémuriens ne sont pas forcément des technologies perdues ou des secrets cachés, mais des vérités intemporelles que nous devons redécouvrir. L'interconnexion de toutes choses, la valeur de l'équilibre, l'importance de l'intuition aux côtés de la raison, la nécessité de voir le monde non pas comme un objet à exploiter, mais comme un être vivant dont nous faisons partie. Peut-être est-ce là le véritable héritage de la Lémurie,
non pas des machines oubliées ou des monuments engloutis, mais une mémoire silencieuse qui nous invite à repenser notre place dans l'univers. Depuis plus d'un siècle, les récits morcés de la Lémurie et de l'Atlantide se sont mêlés dans l'imaginaire collectif, comme les deux moitiés d'un même mythe. On les évoque souvent ensemble, parfois comme des civilisations sœurs, parfois comme des rivales, mais toujours comme les vestiges d'un âge oublié où l'humanité aurait atteint des sommets spirituels et techniques avant de tout perdre. Si leurs histoires semblent différentes, l'une née d'une hypothèse zoologique du XIXe siècle, l'autre issue des dialogues philosophiques de Platon, elles s'entrelacent dans une trame commune, celle de mondes engloutis, de savoirs disparus et d'avertissements pour l'avenir. Pour comprendre cette relation, il faut revenir à l'origine du mythe atlantidien. Platon, dans ses dialogues Timée et Critias, raconte l'histoire d'une île immense située au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, peuplée d'un peuple puissant et prospère. Cette civilisation, selon lui, possédait des connaissances avancées, une organisation politique élaborée et une grande richesse matérielle. Mais l'orgueil et la soif de domination les perdirent. Les dieux, pour les punir, firent s'abattre sur l'Atlantide des cataclysmes terribles qui la firent en disparaître dans l'océan en un seul jour et une seule nuit de malheur. À l'origine, Platon n'entendait pas décrire une réalité historique, mais proposait un mythe philosophique sur la décadence morale. Pourtant, son récit a exercé une fascination durable. Pendant des siècles, philosophes, explorateurs, mystiques et écrivains ont cherché à localiser l'Atlantide. Certains l'ont située dans l'Atlantique, d'autres en Méditerranée, en Antarctique, en Amérique du Sud ou encore sous les glaces du Groenland. Sa disparition est devenue une métaphore universelle, celle de la fragilité des civilisations face à leur propre hubris. C'est dans ce contexte que l'idée de la Lémurie est venue s'entrelacer à celle de l'Atlantide. Dans la littérature ésotérique, notamment celle de la Société théosophique, ces deux continents ne sont pas de simples lieux géographiques. Ils sont les théâtres successifs de l'évolution humaine. La Lémurie, disent ces récits, représenterait une époque très ancienne, bien antérieure à l'Atlantide, durant laquelle l'humanité vivait encore dans une forme plus spirituelle, plus intuitive. L'Atlantide, quant à elle, symboliserait une étape ultérieure, marquée par l'éveil de la raison, du pouvoir technologique, et aussi par les premiers signes de déséquilibre. Selon cette chronologie mythique, la Lémurie aurait été le berceau de la troisième race racine, une humanité proche de la nature, dotée de capacités psychiques et énergétiques que nous ne possédons plus. L'Atlantide, en revanche, aurait vu naître la quatrième race racine, plus intellectuelle, plus ambitieuse, mais aussi plus sujette à l'orgueil. Dans ce récit, la chute de la Lémurie aurait ouvert la voie à l'émergence de l'Atlantide, et la chute de l'Atlantide aurait à son tour préparé l'avènement de l'humanité actuelle. Cette vision n'est pas seulement une construction spirituelle, elle reflète aussi une intuition sur l'histoire humaine elle-même. Nos civilisations, de Sumer à Rome, de l'Égypte à l'Europe moderne, ont toujours suivi un cycle similaire. Naissance, ascension, apogée, déclin et disparition. Chaque fois, elles ont laissé derrière elles des traces, parfois monumentales, parfois ténues, qui témoignent de leur grandeur passée. L'idée que d'autres civilisations aient existé avant même les plus anciennes que nous connaissons n'est donc pas absurde. Elle prolonge simplement un modèle que l'histoire n'a cessé de répéter. Les liens entre Lémurie et Atlantide sont aussi symboliques. Dans de nombreux textes ésotériques, elles représentent deux polarités complémentaires. La Lémurie est associée à l'intuition, à la réceptivité, à la nature et au féminin. L'Atlantide est liée à la raison, à la technologie, à la domination et au masculin. Leur succession reflète ainsi une dialectique universelle entre deux forces fondamentales de l'humanité. L'équilibre entre ces deux aspects serait la clé d'une évolution harmonieuse, un équilibre que les sociétés anciennes auraient déperdu, précipitant leur chute. Certains mythes racontent même que des survivants de la Lémurie auraient retrouvé refuge en Atlantide, apportant avec eux leur savoir ancien. Ce transfert aurait permis à la civilisation atlante d'atteindre des sommets de connaissance. Mais avec le temps, cette sagesse aurait été déformée, utilisée pour des fins de pouvoir plutôt que d'élévation spirituelle. Ainsi, le lien entre les deux continents ne serait pas seulement chronologique, mais aussi culturel et philosophique. L'un aurait engendré l'autre, mais l'élève aurait fini par surpasser puis détruire l'héritage de son maître. Cette idée d'une transmission de savoir à travers des civilisations disparues se retrouve dans de nombreuses traditions. Les prêtres égyptiens de Saïs affirmaient que leur savoir venait d'un peuple antérieur, rescapé d'un cataclysme.
Les récits mésoaméricains parlent de sages venus de l'Est qui enseignèrent l'agriculture et l'astronomie. Même certaines légendes africaines font référence à des peuples de l'eau porteurs d'un savoir oublié. Tous ces récits, bien qu'indépendants, dessinent un même motif, celui d'un héritage qui se transmet d'une civilisation à l'autre, souvent après une grande catastrophe. Dans cette perspective, Lémurie et Atlantide peuvent être vus comme des métaphores de la mémoire humaine elle-même. Elles représentent non seulement ce que nous avons perdu, mais aussi ce que nous continuons de porter en nous sans en avoir conscience. Elles nous rappellent que notre savoir actuel n'est peut-être pas né ex nihilo, mais qu'il pourrait être la réminiscence, altérée, fragmentée, d'un savoir bien plus ancien. La science moderne, bien sûr, ne reconnaît pas ces récits comme des réalités historiques. Elle les considère comme des mythes, des projections symboliques ou des tentatives d'expliquer l'inexpliqué. Mais même les mythes ont leur valeur. Ils traduisent dans eux des vérités profondes sous une forme imagée. Le mythe de l'Atlantide parle de l'orgueil et de la chute. Celui de la Lémurie parle de l'harmonie et de la perte. Ensemble, ils racontent une histoire que l'histoire officielle ignore. Celle d'un passé plus ancien, plus complexe, peut-être cyclique, dans lequel l'humanité a connu plusieurs commencements et plusieurs fins. Ce lien entre Lémurie et Atlantide a également influencé la pensée moderne. De nombreux courants spirituels contemporains évoquent ces deux civilisations comme des archétypes de deux voies possibles pour l'humanité, celle de la sagesse intégrée et celle de la domination technologique. Certains y voient même une allégorie de notre époque actuelle. Nous serions, disent-ils, à la croisée des chemins, capables de répéter les erreurs de l'Atlantide en nous laissant emporter par notre soif de puissance, ou d'honorer l'héritage de la Lémurie en réapprenant à vivre en harmonie avec le monde. Ce parallèle soulève une question essentielle, et si ces mythes n'étaient pas seulement des récits du passé, mais aussi des avertissements pour l'avenir, si l'histoire se répète, ce n'est peut-être pas parce que le destin est immuable, mais parce que l'humanité oublie les leçons de ses propres erreurs. L'histoire de l'Atlantide et de la Lémurie, qu'elle soit réelle ou symbolique, nous invite à réfléchir sur notre rapport au pouvoir, à la connaissance et à la nature. Les deux continents partagent aussi un dernier destin, celui d'être devenus des miroirs. En cherchant la Lémurie, nous interrogeons notre relation avec le vivant, notre intuition, notre connexion à la Terre. En cherchant l'Atlantide, nous questionnons notre rapport à la technologie, à la domination, à la chute, et peut-être qu'en comprenant les deux, nous pourrions éviter le sort qui les a engloutissent toutes deux. Car au fond, peu importe que ces terres aient existé ou non. Elles vivent aujourd'hui dans notre imagination, dans nos récits, dans nos rêves. Elles incarnent ce que nous avons été, ce que nous pourrions être encore, et ce que nous risquons de devenir si nous oublions les leçons du passé. Si l'histoire de la Lémurie demeure largement enveloppée dans la brume du mythe, c'est peut-être parce que les preuves tangibles semblent avoir disparu sous l'eau depuis des millénaires. Pourtant, les océans, loin d'être de simples abîmes silencieux, sont aussi des archives. Sous leurs vagues se trouvent des traces d'époques révolues, des vestiges d'anciennes cités, des pierres sculptées par des mains humaines aujourd'hui oubliées. Depuis plusieurs décennies, archéologues, géologues et aventuriers ont exploré les profondeurs à la recherche d'indices. Certaines découvertes sont spectaculaires et incontestables, d'autres restent ambiguës, oscillant entre réalité archéologique et mirage interprétatif. Mais toutes racontent une même histoire, celle d'un passé bien plus complexe que celui enseigné dans les manuels. L'exemple le plus célèbre de ruines sous-marines est sans doute celui du site de Yonaguni, au sud du Japon. Découvert par hasard en 1986 par un plongeur local, ce gigantesque complexe rocheux submergé, situé à environ 20 mètres sous la surface, a suscité l'un des débats les plus passionnés de l'archéologie contemporaine. L'ensemble est composé de plateformes, d'escaliers, de terrasses, de colonnes et de murs qui, à première vue, semblent d'origine humaine. Certains y voient là encore les vestiges d'une cité disparue datant de plus de 10 000 ans, potentiellement construite à une époque antérieure à toutes les civilisations connues. D'autres chercheurs sont plus prudents. Selon eux, les formations de Yonaguni pourraient en être naturelles, façonnées par des processus géologiques lents mais puissants. Pourtant, certains détails demeurent difficiles à expliquer. Des angles droits étonnamment précis, des structures symétriques, des alignements qui semblent répondre à une intention architecturale. Il est possible que le site combine des formations naturelles et des interventions humaines, comme cela s'est produit dans d'autres lieux anciens. Quoi qu'il en soit,
Yonaguni a relancé l'idée que des civilisations antédiluviennes pourraient avoir existé avant la montée des mers à la fin de la dernière ère glaciaire. L'Inde également recèle des indices fascinants. Au large de la côte de Gujarat, les vestiges submergés de la cité de Dwarka, mentionnés dans les textes sacrés hindous, ont été mis au jour. Les plongeurs y ont découvert des murs, des rues, des objets façonnés, parfois datés de plus de 9000 ans. Si les datations sont confirmées, cela repousserait considérablement l'histoire urbaine de l'Inde et poserait la question de l'existence d'une culture avancée à une époque où, selon les manuels, les humains vivaient encore dans des sociétés pré-agricoles. Plus au sud, dans le golfe de Kambat, des structures sous-marines encore plus anciennes ont été détectées grâce à des relevés sonars. Certaines d'entre elles sont organisées selon des motifs géométriques, suggérant une planification architecturale. Là encore, les datations restent sujettes à débat, mais les implications sont vertigineuses. Elles suggèrent que des sociétés organisées pourraient avoir existé bien avant l'apparition des premières civilisations connues, comme Sumer ou l'Égypte ancienne. Le monde regorge de tels exemples. Près de l'île de Cuba, des explorations sous-marines ont révélé d'immenses structures pyramidales à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Dans les eaux de la Méditerranée, les vestiges de villes entières, comme celle de Pavlopétrie en Grèce ou d'Héracléon en Égypte, ont été retrouvés sous les sables marins. Ces dernières sont historiques et datées, mais elles montrent combien les civilisations côtières ont été vulnérables au changement du niveau marin. Cela alimente l'idée qu'un nombre considérable de sites préhistoriques, aujourd'hui engloutis, restent encore à découvrir. Ces découvertes, bien qu'impressionnantes, sont loin de faire consensus. Les archéologues traditionnels mettent en garde contre l'interprétation hâtive de formations naturelles ou de structures isolées comme preuve de civilisations disparues. Ils rappellent que les mers ont monté d'environ 120 mètres depuis la fin de la dernière glaciation, submergeant inévitablement des villages côtiers préhistoriques. Pour eux, la plupart des vestiges découverts sont simplement les traces de communautés humaines côtières qui se sont développées et ont disparu bien plus tard que ne le suggèrent les partisans des civilisations antédiluviennes. Mais d'autres chercheurs soulignent que l'absence de consensus ne signifie pas l'absence de mystère. L'archéologie sous-marine n'en est qu'à ses débuts. À peine une fraction des fonds océaniques a été explorée. Dans certaines zones, la sédimentation recouvre des structures entières, les rendant invisibles aux instruments. Dans d'autres, les pressions financières et politiques freinent les recherches. Il est donc tout à fait possible que des découvertes majeures restent à faire, des découvertes qui pourraient bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. Au-delà de la science, ces ruines sous-marines exercent une fascination profonde sur l'imagination collective. Elles donnent une réalité physique à l'idée de continent perdu. Là où la Lémurie et l'Atlantide semblaient appartenir uniquement au domaine du mythe, elles prennent soudain corps dans la pierre taillée, dans les rues oubliées sous les vagues. Elles rappellent que la frontière entre légende et histoire n'est pas toujours aussi nette que nous le pensons. Il est aussi intéressant de noter que de nombreuses cultures ont gardé le souvenir de ces villes englouties. Dans les traditions celtiques, on raconte l'histoire de Cantreir Gwaelod, un royaume gallois perdu sous la mer. Les légendes bretonnes parlent d'As, cité magnifique submergée par la colère divine. En Asie, des récits similaires évoquent d'Ankh des villes sacrées englouties pour avoir défié les dieux. Dans tous ces mythes, la mer joue un rôle ambivalent. Elle punit l'arrogance humaine, mais elle préserve aussi les traces du passé, comme une archive silencieuse. L'idée que des civilisations entières dorment sous les vagues soulève une question vertigineuse. Combien d'entre elles ignorons-nous encore ? L'humanité moderne ne s'est développée que sur une petite portion du temps géologique. Si notre histoire s'étend sur quelques milliers d'années, celle de la Terre s'étale sur des milliards. Il n'est pas impossible que des cultures avancées aient émergé puis disparu bien avant que nous ne commencions à enregistrer nos propres chroniques. Et si tel était le cas, les océans, qui recouvrent plus de 70% de la surface terrestre, sont les gardiens les plus probables de leurs traces. Cette idée inspire autant la science que la fiction. Elle alimente les théories sur des civilisations oubliées, mais elle pousse aussi les chercheurs à perfectionner leurs outils. Les technologies d'imagerie sonar, les véhicules sous-marins autonomes et les carottages sédimentaires permettent aujourd'hui d'explorer des zones autrefois inaccessibles. Chaque année, de nouveaux sites sont découverts, parfois par hasard,
parfois après des décennies de recherche. Certains se révèlent être de simples curiosités géologiques, d'autres bouleversent nos certitudes. C'est possible que la Lémurie, si elle a jamais existé, repose aujourd'hui sous des kilomètres d'eau et de sédiments, dissimulés aux yeux humains. Peut-être qu'un jour, des plongeurs ou des robots y découvriront des temples brisés, des inscriptions oubliées ou les vestiges d'une société disparue. Peut-être aussi que nous ne trouverons rien et que la Lémurie restera pour toujours un rêve, un symbole, une idée. Mais même dans ce cas, la quête elle-même aura une valeur immense. Elle nous aura appris à regarder les profondeurs non plus comme un vide, mais comme une mémoire. Dans ce voyage vers les fonds marins, nous ne cherchons pas seulement des ruines. Nous cherchons à comprendre ce que signifie être humain dans l'immensité du temps. Nous cherchons à savoir si nous sommes vraiment les premiers à avoir rêvé, construit, aimé et disparu, ou si d'autres l'ont fait avant nous et que leurs traces sommeillent encore sous les vagues. À mesure que les siècles avançaient et que l'idée d'un continent englouti fascinait toujours davantage les esprits, la Lémurie telle qu'elle avait été imaginée au XIXe siècle commença à se transformer. Elle cessa d'être uniquement cette hypothèse zoologique née pour expliquer la répartition des Lémuriens et devint un symbole universel, celui d'un monde antédiluvien oublié, d'une humanité ancienne et d'une sagesse perdue. Mais au tournant du XXe siècle, un autre nom vint s'ajouter à son héritage, Mu. Ce nom allait s'imposer dans l'imaginaire populaire et spirituel comme celui d'un autre continent englouti, situé cette fois au cœur de l'océan Pacifique. Et peu à peu, Mu et Lémurie allaient se confondre, se fusionner, se nourrir l'un l'autre jusqu'à devenir presque indissociables. Le mot Mu fit sa première apparition dans les écrits de l'archéologue et explorateur français Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg dans les années 1860. Spécialiste des civilisations mésoaméricaines, Brasseur affirma avoir découvert dans un manuscrit maya appelé le Codex Troano la mention d'un vaste continent perdu nommé Mu, situé dans l'océan Atlantique et détruit par un cataclysme. Bien que ces traductions aient été largement remises en question par les linguistes modernes, l'idée d'un continent oublié mentionné dans les textes anciens suscita immédiatement l'intérêt des cercles ésotériques. Mais c'est un autre homme qui popularisa véritablement le mythe, James Churchward, officier britannique devenu écrivain mystique. Dans une série d'ouvrages publiés entre 1926 et 1935, Churchward affirma avoir découvert des tablettes sacrées en Inde et au Tibet, écrites dans une langue prédiluvienne, qui racontait dans l'histoire d'un continent immense situé dans le Pacifique nommé Mu. Selon lui, Mu aurait été le berceau de l'humanité et la source de toutes les grandes civilisations. Il décrivait une société florissante, riche en connaissances non spirituelles et scientifiques, capable de naviguer sur les océans et d'influencer des peuples situés à des milliers de kilomètres. Dans ses livres, Churchward ne se contenta pas de narrer l'histoire de Mu. Il établit des liens entre ce continent disparu et presque toutes les civilisations antiques connues. Les Égyptiens, les Mayas, les Sumériens, les Indiens, tous, affirmait-il, portaient les traces de l'influence de Mu dans leurs mythes, leurs symboles, leur architecture. Il alla jusqu'à affirmer que les pyramides, les ziggourats et même certaines formes d'écriture provenaient toutes de ce centre originel oublié. Pour les scientifiques de l'époque, ces affirmations étaient de la pure fantaisie. Aucune preuve tangible n'appuyait les récits de Churchward. Les tablettes dont il prétendait être le traducteur n'ont jamais été authentifiées, et leur existence même demeure sujette à caution. Pourtant, son œuvre connut un immense succès populaire. Son récit séduisait parce qu'il répondait à des aspirations profondes, celles d'une origine commune de l'humanité, celle d'un âge d'or perdu, celle d'un savoir ancien capable d'unir toutes les civilisations. Progressivement, Mu et Lémurie commencèrent à se confondre dans l'imaginaire collectif. Alors que la Lémurie avait été initialement placée dans l'océan Indien, l'idée d'un continent perdu s'étendant dans le Pacifique séduisit ceux qui cherchaient à expliquer la répartition des cultures et des mythes polynésiens. Certains écrivains occultistes en vinrent à considérer que Mu et Lémurie étaient en réalité un seul et même continent, connu sous des noms différents selon les traditions. D'autres allèrent à plus loin. Pour eux, Mu représentait le cœur spirituel du continent originel, tandis que la Lémurie en était l'extension matérielle. Dans les cercles théosophiques, cette fusion conceptuelle fut rapide et naturelle.
Helena Blavatsky et ses successeurs intégrèrent Mu dans leur chronologie mythique en le liant étroitement aux races racines et à l'évolution spirituelle de l'humanité. Mu, tout comme la Lémurie, fut décrit comme une civilisation profondément spirituelle, vivant en harmonie avec les lois cosmiques. Sa disparition provoquée par un déséquilibre moral ou énergétique aurait marqué un tournant décisif dans l'histoire terrestre. Ce glissement d'un continent à l'autre illustre une vérité fondamentale sur la nature des mythes. Ils ne sont pas fixes. Ils évoluent, se transforment, se réinventent selon les besoins des époques et les aspirations des sociétés. Mu, à bien des égards, n'était qu'une réinvention de la Lémurie, une version adaptée aux découvertes et aux imaginaires du XXe siècle. À une époque où l'exploration du Pacifique captivait l'Occident, il semblait logique de placer un continent disparu dans cet océan encore mystérieux. Le mythe de Mu a également prospéré parce qu'il résonnait avec d'autres récits de continents engloutis dans la région Pacifique. De nombreuses traditions polynésiennes parlent d'îles disparues, de terres vastes englouties par la mer. Au Japon, des légendes anciennes évoquent des royaumes sous-marins perdus. Dans les Andes, certaines histoires parlent d'un peuple venu de l'océan. Ces parallèles ont renforcé l'idée que Mu, ou la Lémurie, pouvait être à l'origine de ces souvenirs partagés. La fascination pour Mu a perduré jusqu'à nos jours, alimentée par la littérature, la science-fiction, les mouvements spirituels et même certaines théories pseudo-scientifiques. Dans les années 1970 et 1980, de nouveaux auteurs ont repris les idées de Churchward, les fusionnant avec des notions modernes comme les civilisations extraterrestres ou les champs énergétiques planétaires. Pour certains, Mu n'était pas seulement un continent terrestre. C'était une colonie fondée par des êtres venus d'ailleurs, un centre d'enseignement spirituel destiné à guider l'évolution humaine. Même si ces spéculations sont dépourvues de fondements scientifiques, elles témoignent de la force d'attraction de ce mythe. L'idée de Mu, tout comme celle de la Lémurie, touche à quelque chose de profondément enraciné dans la psyché humaine, le sentiment que notre histoire est incomplète, que notre origine nous échappe, que nous sommes les héritiers d'un passé plus vaste que ce que nous croyons. Il est important de noter que, malgré l'absence de preuves matérielles, l'impact de Mu et de la Lémurie sur notre culture est considérable. Ils ont inspiré des générations de chercheurs, d'écrivains et de penseurs à explorer des questions fondamentales sur l'histoire humaine. Ils ont stimulé l'archéologie sous-marine, encouragé les études comparatives des mythes, nourri les spéculations sur les migrations préhistoriques, même rejetées par la science académique, ces idées continuent d'exister parce qu'elles répondent à une soif de sens que les données seules ne peuvent leur combler. La transformation de la Lémurie en Mu, loin de diluer le mythe, l'a enrichi. Elle a étendu son champ d'influence géographique. Elle l'a relié à de nouvelles traditions et à de nouvelles hypothèses. Elle a démontré que les mythes ne sont pas des fossiles figés, mais des organismes vivants qui se développent avec les civilisations qui les portent. Aujourd'hui encore, dans certains cercles spirituels, Mu est considéré comme une réalité. Des groupes affirment recevoir des messages akashiques ou médiumniques provenant de ces anciens habitants. D'autres prétendent que les descendants de Mu vivent dans des royaumes souterrains ou sous-marins. Bien que ces affirmations relèvent davantage de la foi que de la science, elles montrent combien l'idée d'un continent originel continue d'alimenter l'imaginaire collectif. Peut-être que la vérité sur Mu, comme celle sur la Lémurie, ne sera jamais démontrée. Mais peut-être que leur importance ne réside pas dans leur existence historique, mais dans ce qu'ils symbolisent, l'aspiration à comprendre nos origines, à relier les fragments épars de notre passé, à combler le vide entre ce que nous savons et ce que nous pressentons. Ainsi, la Lémurie n'a pas disparu. Elle a simplement changé de visage, s'est étendue à de nouveaux horizons, a pris un nouveau nom. Et ce faisant, elle a continué à jouer son rôle, celui d'un miroir tendu vers l'humanité, lui rappelant que l'histoire est toujours plus vaste que les récits craints qu'elle raconte. Si la science a depuis longtemps relégué la Lémurie au rang de spéculation dépassée, l'univers spirituel, lui, ne l'a jamais abandonné. Au contraire, le Fpudini, le mythe du continent, perdu s'y est profondément enraciné, se transformant au fil du temps en une métaphore vivante, un symbole de connaissance intérieure et de connexion cosmique. Lémurie n'est plus seulement, pour les traditions ésotériques contemporaines, une terre engloutie. Elle est un état de conscience, un souvenir inscrit dans l'âme humaine, une étape oubliée de notre évolution spirituelle collective.
Depuis la fin du XIXe siècle, les écoles ésotériques, les mouvements mystiques et les traditions New Age ont progressivement intégré la Lémurie dans leur cosmologie. Elle n'était plus présentée comme une simple curiosité géographique ou une hypothèse zoologique, mais comme un chapitre sacré de l'histoire de l'humanité. Dans cette perspective, la Lémurie représente souvent l'âge d'or de la Terre, une époque où les êtres humains vivaient en harmonie avec les lois universelles, où la matière et l'esprit n'étaient pas encore séparés, où la connaissance ne se transmettait pas seulement par des mots, mais par résonance, intuition et vibration. Cette vision est profondément liée à l'idée de l'évolution spirituelle de l'humanité. Dans de nombreuses doctrines ésotériques, l'histoire n'est pas simplement une suite d'événements matériels, mais un processus d'éveil progressif de la conscience. Chaque grande civilisation, qu'elle soit historique ou mythique, représente une étape de ce cheminement. La Lémurie, dans ce récit, est considérée comme l'une des premières étapes majeures, le moment où l'âme humaine commençait à s'incarner pleinement dans la matière tout en conservant une conscience cosmique étendue. Selon ces enseignements, les Lémuriens n'étaient pas des êtres humains au sens biologique que nous entendons aujourd'hui. Ils étaient des êtres de lumière densifiés, dotés d'une perception extrasensorielle développée. Leur société aurait été fondée sur la coopération, la télépathie et la compréhension intuitive des lois universelles. On raconte qu'ils n'avaient pas besoin d'écrire, car la connaissance circulait naturellement dans une sorte de conscience collective. Les décisions se prenaient non pas par des institutions, mais par une résonance commune avec les besoins de la Terre et du cosmos. Dans la pensée spirituelle contemporaine, cette description n'est pas littérale. Elle symbolise une aspiration, celle d'un monde où l'humanité vit en harmonie avec elle-même et avec l'univers, sans hiérarchie oppressive ni déconnexion intérieure. C'est pourquoi de nombreux courants New Age considèrent la Lémurie non comme un passé révolu, mais comme un idéal vers lequel il faut tendre. Certains mouvements vont plus loin encore et affirment que la mémoire de la Lémurie existe toujours en nous. Selon eux, chaque être humain porterait dans son ADN ou dans son champ énergétique le souvenir latent de cette époque, accessible par des pratiques spirituelles profondes. La méditation, le travail sur les mémoires akashiques ou l'ouverture des archives intérieures permettraient de se reconnecter à cette sagesse ancestrale. Des individus prétendent peu d'un même se souvenir de vies antérieures vécues sur la Lémurie ou recevoir des enseignements des maîtres lémuriens à travers des canaux médiumniques. Bien que ces affirmations ne puissent être vérifiées scientifiquement, elles jouent un rôle important dans le paysage spirituel moderne. Elles offrent un récit alternatif sur l'origine et la destinée de l'humanité, un récit dans lequel nous ne sommes pas simplement des êtres accidentels issus de l'évolution biologique, mais des voyageurs cosmiques, porteurs d'un héritage ancien. Cette vision réenchante l'histoire et lui donne une profondeur que la rationalité seule ne peut offrir. La Lémurie est également devenue un symbole puissant dans les pratiques de guérison spirituelle. De nombreux thérapeutes énergétiques affirment travailler avec les fréquences lémuriennes, des vibrations supposées favoriser la réharmonisation des corps subtils, l'ouverture du cœur et la reconnexion avec la Terre. Ces pratiques, bien qu'invisibles aux instruments scientifiques, répondent à un besoin très contemporain, celui de combler la fracture entre l'humain et le vivant, entre l'intellect et l'intuition. Certains auteurs voient dans la Lémurie une étape clé d'un récit cosmique plus vaste. Selon eux, la Terre ne serait pas seulement un lieu d'évolution biologique, mais un lieu d'expérimentation spirituelle. Dans cette perspective, différentes civilisations, Lémurie, Atlantide, Égypte et même nos sociétés modernes représenteraient tant des chapitres successifs d'un grand projet d'évolution de la conscience. Chaque chute, chaque disparition, chaque renaissance serait une leçon apprise dans cette quête infinie de maîtrise et d'unité. La Lémurie, première grande école de l'âme, aurait posé les fondations de ce chemin. Dans cette lecture symbolique, la disparition de la Lémurie n'est pas une tragédie. Elle représente un passage nécessaire, comme l'enfance qui laisse place à l'adolescence. Les Lémuriens, en se dissolvant ou en se transformant, auraient transmis leurs connaissances à d'autres civilisations, peut-être à l'Atlantide, peut-être à des cultures historiques, sous forme de mythes, de symboles ou d'intuitions universelles. Ce savoir ancien, selon certains, réapparaît aujourd'hui sous de nouvelles formes, dans la quête écologique, dans les mouvements pour la paix, dans les philosophies holistiques ou dans la redécouverte des traditions ancestrales.
Cette réinterprétation spirituelle de la Lémurie nous apprend quelque chose de fondamental sur les mythes eux-mêmes. Ils ne sont pas de simples récits sur le passé, mais des outils pour penser le présent et imaginer l'avenir. La Lémurie n'a peut-être jamais existé en tant que continent, mais en tant qu'idée, elle continue d'agir. Elle inspire des individus et des communautés à réinventer leur rapport au monde. Elle propose une alternative à la vision matérialiste de l'histoire, en rappelant que l'évolution humaine ne se mesure pas seulement en technologie ou en conquête, mais aussi en conscience, en sagesse et en harmonie. Dans ce sens, il est possible que la Lémurie soit plus réelle aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Elle vit dans les pratiques de spirituel, dans les méditations, dans les rêves d'une humanité réconciliée avec elle-même. Elle vit aussi dans les questions qu'elle pose. Que signifie évoluer? Que signifie être en harmonie avec la Terre? Qu'avons-nous oublié dans notre quête de progrès? Ces interrogations sont plus pertinentes que jamais à une époque où l'humanité fait face à des crises écologiques, sociales et spirituelles profondes. Il n'est pas nécessaire de croire littéralement à l'existence de la Lémurie pour comprendre sa puissance symbolique. Comme tous les grands mythes, elle fonctionne à plusieurs niveaux. Elle peut être l'histoire d'un continent englouti, celle d'un âge d'or perdu, ou celle d'une conscience que nous portons encore en nous. Elle peut être un miroir dans lequel nous contemplons ce que nous étions, ce que nous avons perdu et ce que nous pourrions redevenir. En fin de compte, la Lémurie dans l'ésotérisme contemporain n'est pas une relique du passé, c'est une promesse. Une promesse que l'humanité peut se souvenir de sa sagesse oubliée, retrouver sa place dans le grand ordre du cosmos et redevenir ce qu'elle a toujours été destinée à être, une conscience éveillée au cœur d'un univers vivant. Depuis des décennies, le mythe de la Lémurie fascine parce qu'il propose une explication séduisante à des questions profondes. D'où venons-nous? Comment les premiers humains se sont-ils répandus sur la planète? Existe-t-il un lien oublié entre des cultures éloignées? Pourtant, la science moderne, armée de la génétique, de l'archéologie et de l'anthropologie, propose une histoire très différente de celle racontée par les mythes. Une histoire plus complexe, parfois moins poétique, mais souvent plus fascinante encore. En explorant nos origines réelles, elle ne détruit pas totalement le rêve lémurien, mais elle le transforme. Elle montre comment l'idée d'un continent disparu peut être, en partie, une métaphore de migrations anciennes, de brassages culturels et de connexions insoupçonnées. L'un des outils les plus puissants dont dispose la science moderne pour comprendre notre passé est la génétique. Grâce à l'analyse de l'ADN ancien et moderne, les chercheurs ont reconstitué les grandes étapes de l'expansion humaine. Tous les indices constants convergent vers un scénario bien établi. Notre espèce, Homo sapiens, est apparue en Afrique il y a environ 300 000 ans. De là, de petits groupes ont commencé à migrer vers d'autres régions il y a environ 70 000 ans, suivant des routes qui les ont menés en Asie, en Europe, en Océanie et finalement en Amérique. Cette théorie, appelée Out of Africa, est aujourd'hui soutenue par des preuves génétiques écrasantes. Tous les êtres humains partagent des marqueurs communs qui remontent à des populations africaines anciennes. Même les différences entre groupes humains, qu'elles soient génétiques, linguistiques ou culturelles, sont le résultat de variations apparues après cette dispersion initiale. Cela signifie qu'aucune grande civilisation humaine n'a pu émerger indépendamment dans une région comme la Lémurie avant ce mouvement migratoire. L'espèce humaine elle-même n'existait pas encore sous sa forme actuelle. Cependant, cela ne signifie pas que les mythes de continents disparus soient entièrement faux, car si l'humanité a une origine commune, son expansion s'est faite en vagues successives, complexes, entrecroisées. Et dans ce processus, des terres aujourd'hui englouties ont effectivement joué un rôle crucial. Durant les périodes glaciaires, le niveau des mers était bien plus bas qu'aujourd'hui, exposant des ponts terrestres qui reliaient des continents aujourd'hui séparés. L'Asie et l'Australie, par exemple, étaient reliées par une vaste plaine appelée Sahul. L'Indonésie, la Malaisie et les Philippines formaient une immense masse terrestre connue sous le nom de Sunda. Ces territoires, aujourd'hui submergés, ont été habités pendant des dizaines de milliers d'années. C'est ici que la science rejoint, d'une certaine manière, l'intuition des anciens mythes. De vastes terres, aujourd'hui invisibles, ont bel et bien existé et servi de route migratoire. Elles ont été le théâtre de rencontres, de métissages, d'échanges culturels et technologiques. Si la Lémurie n'a jamais existé telle que décrite dans les récits ésotériques, des territoires comparables, et tout aussi importants pour l'histoire humaine, ont bel et bien façonné notre passé.
L'archéologie apporte d'autres éléments essentiels à cette histoire. Les plus anciennes traces de présence humaine en Asie du Sud remontent à plus de 60 000 ans. En Australie, en citant des sites datés d'au moins 50 000 ans, témoignent d'une occupation humaine continue. Dans les îles de l'océan Indien et du Pacifique, les migrations se sont déroulées en plusieurs vagues, parfois séparées par des milliers d'années. Ces mouvements n'étaient pas le fruit d'une civilisation perdue, mais le résultat de l'ingéniosité et de l'adaptabilité humaine. Des découvertes récentes ont également bouleversé notre compréhension de ces migrations. Par exemple, des études ADN menées sur des populations aborigènes d'Australie montrent une continuité génétique remarquable, remontant à plus de 50 000 ans. Cela suggère que les premiers humains à avoir atteint l'Australie sont les descendants directs de ces groupes, sans remplacement majeur par des vagues ultérieures. De même, les populations des îles Andaman, de Papouasie et de Nouvelle-Guinée présentent des lignées génétiques très anciennes, vestiges d'un chapitre précoce de l'histoire humaine. Ces données contredisent de l'idée d'une civilisation lémurienne avancée qui aurait disparu sans laisser de traces. Au contraire, elles montrent une histoire d'adaptation progressive, d'innovation lente et d'interaction complexe. Plutôt que de surgir soudainement sur un continent perdu, les cultures humaines se sont développées petit à petit, en réponse à leur environnement. Cela ne rend pas leur histoire moins impressionnante. Au contraire, elle témoigne d'une capacité de résilience et de créativité extraordinaire. La linguistique confirme également cette vision. Les langues austronésiennes, parlées aujourd'hui sur un immense arc allant de Madagascar à l'île de Pâques, révèlent une étonnante unité structurelle. Leur diffusion est le résultat de migrations successives venues d'Asie du Sud-Est il y a environ 5000 ans. Ces peuples ont colonisé les îles du Pacifique en utilisant des techniques de navigation sophistiquées bien avant l'invention de l'écriture en Europe. Cela montre qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un continent disparu pour expliquer les connexions culturelles entre Madagascar, l'Inde et la Polynésie. Les hommes eux-mêmes ont été les ponts entre ces mondes. La paléoanthropologie, quant à elle, rappelle que les continents ne sont pas les seuls à pouvoir disparaître. Des espèces humaines entières se sont éteintes. Néandertaliens, Denisoviens, Homo floresiensis, tous ont coexisté avec Homo sapiens avant de disparaître. Ces disparitions, parfois brutales, parfois progressives, ont laissé des traces génétiques dans notre ADN. Peut-être que certains mythes de races anciennes ne parlent pas de civilisations perdues, mais d'espèces cousines dont nous avons gardé un souvenir diffus. Pourtant, malgré toutes ces découvertes, la science ne peut répondre à toutes les questions. Il existe encore de nombreuses zones d'ombre dans notre compréhension des migrations humaines. Des régions entières du plancher océanique n'ont jamais été explorées. Des cultures côtières ont peut-être été englouties par la montée des eaux, emportant avec elles leurs outils, leurs langues et leurs histoires. La possibilité qu'il ait existé des sociétés plus complexes que ce que nous imaginons dans des zones aujourd'hui submergées ne peut pas être entièrement exclue. C'est là que science et mythe peuvent se rencontrer. Le mythe de la Lémurie, bien qu'inexact dans ses détails, nous pousse à poser des questions que la science continue d'explorer. Quelles terres avons-nous perdues sous les mers? Quelles cultures ont disparu sans laisser de traces? Combien d'histoires humaines dorment encore sous les sédiments océaniques? Ces interrogations ne sont pas vaines. Elles guident pour les recherches archéologiques et inspirent les explorateurs. Il est intéressant de constater que certaines intuitions anciennes, longtemps rejetées comme des fables, trouvent aujourd'hui des échos dans les découvertes scientifiques. L'idée que la mer a englouti des terres entières n'est plus une hypothèse, c'est un fait bien documenté. Que des sociétés côtières aient disparu sous les eaux est désormais une certitude. Même si ces sociétés n'étaient pas les lémuriens mythiques, elles ont bel et bien existé, et elles font partie de notre héritage commun. Au final, la génétique, l'archéologie et l'anthropologie ne réfutent pas totalement la Lémurie, elles la redéfinissent. Elles montrent que, derrière le mythe d'un continent perdu, il y a une vérité plus subtile, celle d'une humanité qui a toujours migré, exploré, construit et disparu, souvent au rythme des changements climatiques et géologiques. Elle nous rappelle que notre histoire n'est pas celle d'un peuple unique et figé, mais celle d'une mosaïque en mouvement, façonnée par des milliers d'années d'adaptation et d'évolution. Ainsi, la Lémurie, loin d'être un simple conte ésotérique, devient une métaphore de notre passé collectif.
Elles symbolisent les terres englouties qui ont servi de pont aux migrations humaines, les cultures disparues dont nous n'avons plus que des traces ténues et les souvenirs enfouis qui continuent de façonner notre identité. Dans cette lumière, elles cessent d'être une hypothèse fantaisiste pour devenir une image poétique de ce que signifie être humain. Un être toujours en mouvement, toujours en quête, toujours porté vers l'horizon inconnu. L'idée d'un continent englouti comme la Lémurie évoque souvent des images poétiques, des temples de pierre silencieux sous les vagues, des forêts pétrifiées reposant dans l'obscurité, des traces effacées d'un âge oublié. Pendant longtemps, ce genre de vision appartenait uniquement au domaine du mythe ou de la spéculation. Mais depuis quelques décennies, la science a développé des outils capables d'explorer ce que nos ancêtres ne pouvaient qu'imaginer. Aujourd'hui, géologues, océanographes, paléontologues et archéologues travaillent ensemble pour cartographier l'invisible, pour révéler les secrets enfouis sous les océans et reconstruire des continents disparus dont nous ne percevons plus que l'ombre. Ce travail n'est ni simple ni rapide. Les fonds océaniques représentent donc plus de 70% de la surface de notre planète, et pourtant, ils restent moins bien connus que la surface de la Lune ou de Mars. L'obscurité totale, la pression écrasante, les sédiments épais et l'immensité des zones à explorer font de cet environnement l'un des plus difficiles à étudier. Pourtant, les progrès technologiques récents ont ouvert des perspectives inédites. Grâce à des instruments toujours plus sophistiqués, nous commençons à révéler les contours d'un monde ancien, enfoui sous des kilomètres d'eau et de roches. L'un des outils les plus puissants de cette exploration est la bathymétrie, une technique qui utilise des ondes sonores pour cartographier le relief des fonds marins. En envoyant des impulsions acoustiques vers le fond et en mesurant le temps qu'elles mettent à revenir, les scientifiques peuvent reconstituer des images en 3 dimensions des reliefs sous-marins. Ces cartes détaillées ont permis de découvrir des chaînes de montagnes sous-marines, des plateaux continentaux immergés et même d'anciennes vallées fluviales maintenant submergées. Certaines de ces structures suggèrent l'existence de terres aujourd'hui disparues, englouties au fil des millions d'années. Un autre outil essentiel est la sismique réflexion, qui consiste à envoyer des ondes sismiques dans le sous-sol marin et à analyser leurs réflexions sur les différentes couches géologiques. Cette technique permet de voir sous les sédiments et d'identifier des fragments de croûte continentale enfouis. C'est ainsi que des microcontinents tels que Mauritia ont été découverts sous l'océan Indien, révélant des morceaux de terre arrachés à d'anciens continents et désormais dissimulés sous des kilomètres de lave basaltique. La géochimie joue également un rôle crucial. En analysant la composition des roches et des minéraux extraits des fonds océaniques, les chercheurs peuvent déterminer leur origine et leur âge. Ces analyses ont montré que certaines structures sous-marines ne sont pas d'origine océanique mais bien continentale, preuve que d'anciennes masses terrestres ont été englouties. L'étude des zircons, des minéraux extrêmement résistants, est particulièrement précieuse. Certains zircons découverts sous l'océan ont plus de 3 milliards d'années, bien plus anciens que le plancher océanique qui les recouvre. Ces grains minuscules sont comme des fragments de mémoire géologique, témoins d'un monde disparu. Les archives sédimentaires offrent un autre moyen d'explorer le passé. Chaque couche de sédiments déposée sur le fond marin est une page de l'histoire de la Terre. En les forant et en les analysant, les scientifiques peuvent reconstituer les conditions climatiques, la composition atmosphérique, la biodiversité et même les événements cataclysmiques survenus il y a des millions d'années. Parfois, c'est quand ces couches contiennent des traces de sols anciens, de pollen ou de matières organiques provenant de continents disparus, offrant un aperçu fascinant des paysages qui existèrent avant que la mer ne les recouvre. Les technologies modernes ont également transformé l'archéologie sous-marine. Des véhicules télécommandés, ROV, et des robots autonomes, AUV, explorent aujourd'hui des profondeurs autrefois inaccessibles, photographiant des structures, prélevant des échantillons et cartographiant des zones entières. Ces engins permettent de repérer des indices subtils, alignements de pierres, structures géométriques, artefacts enfouis sous des couches de sédiments. Même si la plupart de ces découvertes sont attribuées à des civilisations historiques connues, elles montrent que la mer recèle encore d'innombrables secrets. Mais la cartographie de l'invisible ne se limite pas à la géologie ou à l'archéologie. Elle s'étend aussi à des disciplines comme la paléogéographie, qui cherchent à reconstituer l'évolution des continents à travers le temps. En combinant les données géologiques, tectoniques et climatiques, les chercheurs créent des modèles numériques
capables de remonter des centaines de millions d'années dans le passé. Ces modèles montrent comment les continents se sont formés, déplacés, fracturés et parfois effondrés sous la mer. Ils révèlent que la Terre a connu des dizaines de configurations très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Dans certaines de ces reconstructions, on voit apparaître des masses terrestres qui n'existent plus, suggérant que des continents entiers ont bel et bien disparu. L'exploration des continents perdus ne se limite pas non plus à la Terre. Des techniques développées pour étudier d'autres planètes sont désormais utilisées pour explorer nos propres océans. Les satellites, par exemple, détectent de minuscules variations dans la gravité terrestre causées par des structures massives enfouies sous l'eau. Ces anomalies gravimétriques peuvent révéler la présence d'anciennes chaînes montagneuses, de plateaux continentaux ou de fragments de croûtes cachés. Toutes ces avancées ont radicalement changé notre compréhension de la planète. Elles ont montré que l'idée de continent disparu n'est pas seulement un rêve ancien, mais une réalité géologique. La Terre est un organisme vivant, en perpétuel mouvement. Ces continents sont nés, ont grandi, se sont fragmentés, ont dérivé et parfois ont disparu. Certaines de ces terres sont désormais profondément enfouies sous les océans, d'autres ont été recyclées dans le manteau terrestre, et d'autres encore pourraient se trouver à quelques centaines de mètres sous la surface, attendant d'être redécouvertes. Ces découvertes récentes nourrissent aussi l'archéologie. Si des terres aujourd'hui submergées ont bien existé, il est plausible que des sociétés humaines y aient vécu. C'est pourquoi les scientifiques cherchent activement des indices dans les zones littorales immergées, d'anciennes embouchures de rivières, des deltas fossiles, des grottes sous-marines, qui auraient pu abriter des communautés humaines. Ces recherches pourraient un jour bouleverser notre compréhension de la préhistoire. Mais cette quête soulève également des questions philosophiques profondes. En explorant les continents disparus, nous ne cherchons pas seulement à connaître notre passé géologique, nous cherchons à comprendre notre place dans le temps. Chaque fragment de croûte retrouvé, chaque carte bathymétrique affinée, nous rappelle l'éphémère de notre monde. Ce que nous appelons aujourd'hui continent n'étant qu'un état temporaire, une configuration transitoire dans un cycle immense. Les continents qui nous semblent immuables ne sont en réalité que des chapitres d'un livre en perpétuelle réécriture. Cette prise de conscience confère une profondeur nouvelle aux mythes comme celui de la Lémurie. Elle suggère que, même si ces récits ne sont pas littéralement vrais, ils expriment une intuition juste, celle que la Terre garde en elle les traces d'âges oubliés, de mondes effacés. La science et le mythe ne sont pas des ennemis. L'un révèle les mécanismes, l'autre exprime la mémoire. Et lorsque leurs chemins se croisent, ils nous offrent une vision plus complète de notre passé et de notre avenir. La cartographie de l'invisible est encore loin d'être achevée. Nous n'avons exploré qu'une infime partie des profondeurs océaniques, et chaque nouvelle expédition nous réserve des surprises. Peut-être découvrirons-nous un jour des fragments d'un continent oublié qui changera notre vision de l'histoire. Peut-être aussi que nous ne trouverons rien d'aussi spectaculaire, mais que nous continuerons à enrichir notre compréhension de la dynamique terrestre. Dans les deux cas, la quête elle-même aura une valeur immense, car elle nous pousse à regarder au-delà de ce qui est visible, à chercher ce qui est dissimulé sous les apparences. En cherchant les continents disparus, nous explorons plus que des terres englouties. Nous explorons la mémoire profonde de notre planète et, en un sens, la mémoire de l'humanité elle-même. Car chaque carte que nous dessinons ne révèle pas seulement des reliefs oubliés, mais aussi les contours changeants de notre propre histoire. Depuis les premiers récits de l'humanité, l'idée d'un monde perdu, d'un âge d'or englouti ou d'une civilisation disparue hante notre imagination. Qu'il s'agisse de l'Atlantide de Platon, de la Lémurie des théosophes, de Mu dans le Pacifique ou d'Hyperborée dans le Nord mythique, toutes ces histoires partagent un même cœur battant, celui d'un paradis oublié, d'un lieu originel où l'homme vivait en harmonie avec lui-même, avec la nature et avec l'univers. Même lorsque la science démonte les détails ou réfute les hypothèses, ce désir persiste. Il traverse les âges, se réinvente, s'adapte et refuse obstinément de disparaître. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse l'esprit humain à chercher encore et toujours des mondes qui n'existent peut-être pas ? La réponse commence peut-être dans un lieu intime, notre rapport au passé. L'être humain n'est pas seulement un être tourné vers l'avenir, il est aussi profondément nostalgique. Nous savons que le temps emporte tout, les empires, les villes, les souvenirs, les visages, et cette certitude nous pousse à regarder en arrière. Chercher des continents oubliés, c'est une manière de défier l'oubli.
de croire que quelque chose d'essentiel, de pur, de grandiose existe encore quelque part, même s'il est enfoui sous des kilomètres d'eau et de sédiments. L'idée d'un monde perdu, arc rassurante, elle nous dit que rien n'est sans jamais totalement effacé, que les origines continuent d'exister dans un ailleurs que nous pouvons encore atteindre. Cette quête répond aussi à un besoin d'explication. Les mythes de continents disparus offrent des réponses simples et séduisantes à des questions complexes. Pourquoi des cultures éloignées partagent-elles des symboles semblables? Pourquoi certaines connaissances semblent-elles surgir sans précurseur évident? Pourquoi avons-nous le sentiment diffus d'un passé plus vaste que celui consigné dans nos livres d'histoire? En postulant l'existence d'un âge antérieur, ces récits créent un fil narratif qui relie les points épars du passé. Ils tissent une histoire continue, là où les faits semblent de fragmenter. Mais il y a plus profond encore. L'idée d'un monde perdu touche à notre besoin de sens. Dans une époque marquée par la rationalité scientifique, beaucoup ressentent un vide, celui d'une vision du monde qui dépasse l'explication matérielle. Les récits de continents disparus remplissent ce vide en réintroduisant le sacré, le mystère et le merveilleux dans notre vision de l'histoire. Ils nous rappellent que tout n'est pas mesurable, que tout n'est pas explicable, et que l'univers contient peut-être des dimensions que nous ne percevons pas encore. Cette fascination a aussi une dimension psychologique. Elle reflète notre désir collectif d'un paradis perdu, une idée qui remonte aux mythes les plus anciens. Dans presque toutes les traditions, il existe un récit d'un âge d'or primordial. L'Éden biblique, l'âge d'or grec, le Satya Yuga hindou, les terres des bienheureux celtiques. Tous décrivent une époque où l'humanité vivait dans l'abondance, l'harmonie et la sagesse, avant qu'une faute ou un changement cosmique ne provoque la chute. Les continents disparus sont des réécritures modernes de ce thème universel. Ils nous permettent de projeter dans l'espace ce que nous ressentons dans le temps, la nostalgie d'un état perdu, la douleur d'une séparation originelle. D'une certaine manière, chercher la Lémurie, c'est aussi chercher notre propre innocence. C'est chercher une version de nous-mêmes qui n'a pas encore été corrompue par l'avidité, la guerre, la division. Dans ce miroir mythique, nous voyons ce que nous aurions pu être et peut-être ce que nous pouvons redevenir. Ainsi, le mythe du continent perdu n'est pas seulement tourné vers le passé, il pointe aussi vers l'avenir. Il agit comme un idéal, une direction vers laquelle tendre. Il ne faut pas non plus négliger la dimension existentielle de cette quête. L'humanité s'est confrontée à un univers immense et indifférent. Nous savons que notre existence est brève, notre mémoire fragile, notre influence limitée. Face à cette immensité, imaginez qu'il existe un fil secret reliant notre présent à des civilisations anciennes nous rassure. Cela donne l'impression que nous faisons partie d'une histoire plus grande, que notre espèce n'est pas apparue par hasard, mais s'inscrit dans une continuité profonde. Les continents oubliés sont des racines symboliques que nous plongeons dans l'abîme du temps pour nous sentir moins seuls dans l'univers. Le succès de ces mythes dans la culture moderne en témoigne. Ils inspirent des romans, des films, des jeux vidéo, des œuvres d'art, des mouvements spirituels. Ils se réinventent dans des récits au-delà contemporains, cités extraterrestres disparues, civilisations anciennes sur d'autres planètes, archives cachées de savoirs perdus. Chaque époque réécrit la Lémurie ou l'Atlantide à sa manière, reflétant ses propres préoccupations et ses propres rêves. Ce processus créatif montre que, bien plus qu'un simple récit, le mythe du continent englouti est un langage symbolique à travers lequel l'humanité exprime ses angoisses et ses aspirations. Il y a aussi une raison plus subtile à cette obsession. L'idée d'un passé caché résonne avec notre expérience intérieure. De même que la Terre cache sous ses océans les traces de mondes disparus, notre psyché cache sous sa surface consciente des mémoires, des instincts et des archétypes oubliés. Carl Jung, le fondateur de la psychologie analytique, voyait dans les mythes des continents perdus des représentations de l'inconscient collectif, ces couches profondes de l'esprit humain où résident les expériences accumulées de l'espèce. Dans cette perspective, chercher la Lémurie, c'est aussi explorer notre propre inconscient, descendre dans les profondeurs de l'âme pour y retrouver ce que nous avons refoulé ou oublié. Enfin, il ne faut pas oublier que les mythes ont une fonction critique. Ils servent parfois à dénoncer le présent. En racontant l'histoire d'un monde harmonieux, détruit par l'orgueil ou la démesure, ils nous mettent en garde contre nos propres excès. L'Atlantide s'est effondrée sous le poids de son arrogance. La Lémurie a disparu parce qu'elle a perdu son équilibre.
Ces récits sont des miroirs qui nous montrent nos erreurs potentielles. Ils nous rappellent que la civilisation n'est jamais acquise, qu'elle peut s'effondrer et que notre avenir dépend de notre capacité à apprendre des leçons du passé, réelles ou imaginaires. Ainsi, la quête des mondes oubliés est bien plus qu'un simple divertissement intellectuel. C'est une pulsion profonde, enracinée dans notre nature même. Elle nous pousse à relier les fragments dispersés de notre histoire, à donner un sens à notre existence, à nous souvenir de ce que nous avons perdu et à imaginer ce que nous pourrions redevenir. Elle nous pousse aussi à nous interroger sur notre place dans le temps, sur notre responsabilité envers l'avenir, sur la fragilité de ce que nous construisons. Peut-être que la Lémurie n'existe pas, peut-être n'a-t-elle jamais existé, mais cela importe peu. Ce qui compte, c'est ce qu'elle représente, notre besoin de nous souvenir, de comprendre, de rêver. Elle est le reflet d'une vérité plus profonde que celle des faits, celle de notre désir de sens, de notre soif d'absolu, de notre refus d'accepter que tout commence et se termine avec nous. Et c'est peut-être là que réside sa véritable puissance, car tant que nous chercherons des mondes perdus, nous continuerons à chercher aussi ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Tout au long de ce voyage, à travers les brumes du temps, nous avons suivi les traces d'un continent dont l'existence n'a jamais été prouvée, mais dont l'ombre plane sur notre imagination collective depuis plus d'un siècle. La Lémurie, qu'elle soit une hypothèse scientifique oubliée, un mythe ésotérique, un souvenir ancestral ou une métaphore, nous a guidés dans les profondeurs de l'histoire et dans celles de notre propre esprit. Pourtant, ce récit n'est pas seulement tourné vers le passé. Il est, d'une certaine manière, un miroir tendu vers l'avenir, car ce que nous projetons sur les mondes disparus révèle souvent ce que nous craignons ou espérons pour le nôtre. L'histoire de la Lémurie est d'abord une leçon d'humilité. Elle nous rappelle que la Terre est infiniment plus ancienne, plus complexe et plus puissante que nous. Nos continents, nos villes et nos civilisations semblent immuables à l'échelle de nos vies, mais ils ne sont que des parenthèses dans le grand récit de la planète. Des terres ont existé avant nous et ont disparu. D'autres émergeront quand nous ne serons plus là. Les plaques tectoniques continueront leur lente danse. Les océans engloutiront des rivages. Des montagnes s'élèveront puis s'effondreront. Si la Lémurie a un enseignement fondamental, c'est celui-ci. Rien n'est éternel. Tout ce que nous construisons est soumis aux mêmes forces de transformation qui ont effacé les mondes d'hier. Cette prise de conscience peut sembler vertigineuse, voire décourageante, mais elle contient aussi une vérité libératrice. Elle nous rappelle que l'humanité n'est pas séparée de la Terre. Nous faisons partie d'elle. Nos histoires sont inscrites dans sa mémoire géologique, nos destinées liées à ses cycles. Reconnaître cette réalité, c'est comprendre que notre survie dépend de notre capacité à vivre en harmonie avec elle, plutôt que de chercher à la dominer. C'est peut-être là l'un des messages cachés du mythe lémurien. Les civilisations qui oublient leur lien à la nature sont condamnées à disparaître, comme la Lémurie elle-même aurait pu disparaître. La Lémurie nous enseigne aussi l'importance de la mémoire. Elle nous rappelle que tout ce que nous savons aujourd'hui pourrait un jour être perdu, oublié, enseveli sous les sédiments du temps. Des bibliothèques entières ont brûlé, des cités entières ont été effacées, des langues ont disparu sans laisser de traces. Notre monde moderne, avec ses données numériques et ses archives électroniques, n'est pas à l'abri de l'oubli. En contemplant les mythes des continents disparus, nous prenons conscience de la fragilité de notre propre héritage. Cela nous pousse à préserver, à transmettre, à raconter. Car si la mémoire s'éteint, l'histoire se répète. Mais peut-être que la plus grande leçon de la Lémurie ne concerne pas la destruction, mais la possibilité de renaissance. Si des civilisations ont disparu dans le passé, l'humanité a toujours trouvé le moyen de renaître, de réinventer, de recommencer. Après chaque chute, un nouvel âge surgit. Après chaque effondrement, de nouvelles idées naissent. La Lémurie, même si elle n'a jamais existé, incarne cette capacité d'adaptation. Elle est le symbole de ce que nous pouvons devenir après avoir tout perdu. Aujourd'hui, alors que notre civilisation fait face à des défis sans précédent, changement climatique, effondrement écologique, crises sociales et spirituelles, le mythe de la Lémurie prend une résonance particulière. Il agit comme un avertissement, mais aussi comme un guide. Il nous rappelle que l'arrogance, l'exploitation et la déconnexion ont toujours conduit les sociétés à leur perte. Il nous invite à choisir un autre chemin, celui de l'équilibre, de l'humilité, de la coopération. Il y a dans ce mythe une leçon plus subtile encore, celle du temps long. Nous vivons à l'ère de l'instantané, obsédés par l'urgence, incapables de penser au-delà de quelques décennies. Pourtant, la Terre se mesure en millions d'années,
et l'histoire humaine en centaines de milliers. En nous plongeant dans l'idée de continents disparus, nous réapprenons à penser à cette échelle. Nous comprenons que nos choix d'aujourd'hui auront des conséquences bien au-delà de notre propre vie. Nous réalisons que nous sommes les héritiers d'un passé immémorial et les ancêtres d'un futur que nous ne verrons jamais. Le mythe de la Lémurie nous enseigne également l'importance de la quête elle-même. Chercher des mondes oubliés, c'est chercher à combler les vides de notre savoir, mais c'est aussi accepter que certaines réponses nous échapperont toujours. Il nous apprend l'humilité intellectuelle. Toutes les questions n'ont pas de réponse définitive et toutes les vérités ne sont pas mesurables. Il nous rappelle que la curiosité, l'émerveillement et l'imagination sont des moteurs aussi puissants que la science dans notre compréhension du monde. En ce sens, la Lémurie n'est pas seulement une histoire sur ce qui fut, mais sur ce qui pourrait être. Elle nous incite à rêver d'un avenir où l'humanité aurait retrouvé l'équilibre perdu, où le progrès technique irait de pair avec la sagesse, où notre rapport à la planète ne serait plus fondé sur la domination mais sur la symbiose. Elle nous invite à imaginer des sociétés qui ne craindraient pas de disparaître parce qu'elles auraient appris à se transformer. Peut-être que l'avenir de l'humanité réside précisément dans cette capacité à apprendre des mythes, non pas à les prendre au pied de la lettre, mais à en extraire l'essence. La Lémurie nous parle de cycle, de mémoire, d'équilibre, de transformation. Elle nous rappelle que nous sommes, nous aussi, une civilisation éphémère. Mais elle nous murmure aussi que l'éphémère n'était pas vain. Il est une étape dans un processus beaucoup plus vaste, celui de l'évolution de la conscience. Dans un monde où l'incertitude était devenue la norme, ce type de vision est précieux. Elle nous offre un repère, une boussole. Elle nous encourage à nous souvenir que nous ne sommes pas seuls sur cette planète, que notre histoire n'est pas isolée et que chaque choix que nous faisons aujourd'hui façonne les mondes de demain. La Lémurie n'a peut-être jamais été, mais elle peut encore être, non pas comme une terre physique, mais comme une idée qui guide nos pas. En fin de compte, le dernier enseignement de la Lémurie est peut-être celui-ci. Ce n'est pas l'existence du continent qui importe, mais ce qui l'éveille en nous. Chercher la Lémurie, c'est chercher notre place dans l'univers, c'est apprendre à écouter les voix du passé pour mieux construire l'avenir. C'est comprendre que même les mondes disparus continuent de vivre tant que nous leur prêtons attention, tant qu'ils nourrissent notre réflexion, tant qu'ils inspirent nos actions. Peut-être qu'au fond, la Lémurie n'a jamais coulé. Peut-être qu'elle s'est simplement déplacée, non plus sous les vagues de l'océan Indien, mais dans les profondeurs de notre imaginaire collectif. Là, elle continue d'exister, éternelle, silencieuse, et prête à nous rappeler, à chaque génération, que rien n'est jamais vraiment perdu. Et c'est ainsi que le mythe d'un continent englouti se transforme en une leçon d'éternité. Il nous enseigne que les mondes disparaissent, mais que les idées survivent, que les civilisations s'effondrent, mais que la conscience progresse, que la mémoire s'efface, mais que le désir de savoir demeure. Tant que nous continuerons à nous interroger, à chercher, à rêver, la Lémurie, qu'elles aient été ou non, ne cessera jamais d'exister.